On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. 2 heures aujourd'hui avec Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrafi, et à la cymbale toujours Jérémy Michalak. Vous aimez la cymbale, Charlotte? Vous sauriez pas le faire, vous moquez pas, vous ne sauriez pas le faire. Si, je peux essayer, tenez, regardez. Non. Ah là là, ça n'a rien à voir. C'est tout un métier. Plus fort, beaucoup moins. Ah non, ça n'a rien à Gérard, voir. essayez la baguette, un ancien maoïste, vous devriez y arriver. Alors, c'est ça, tout le principe, c'est pas trop fort, c'est comme ça. Voilà, vous voyez. Là, oui, là, je dis oui. À M6, Mais ils ont toi, engagé Manu Friedman. Katché pour ça. Mais Gérard, c'est pas pareil. Gérard, toi, tu fais tout toujours mieux que tout le monde. Oui. Ça, on le sait. Laurent, on m'a raconté une blague très drôle hier. Allez-y. J'avais envie de vous en faire profiter. Alors c'est très fin, donc il y en a qui vont pas comprendre autour de la table, je pense. C'est 2 sadomaso entre eux qui vont faire l'amour, et il y en a un qui fait à l'autre vas-y fais-moi mal, et l'autre il répond non. Ah si, elle est courte, mais elle est bien. Et il y a la surchute, encore plus drôle. Ouais. C'est il y a un sadomaso qui dit à l'autre vas-y fais-moi mal, et l'autre il dit non, et l'autre il dit encore. Ah si, je vous signale que Mustapha sera au Quai du Rire à Marseille. Voilà. Ou au caveau de la République. Ça, c'est pas sympa si tu veux lui fusiller son spectacle. Bah non, mais non, mais c'est vendredi drôle. et samedi au Quai du Rire à 20h30. C'est bien ça, je ne me Exactement, trompe pas. à Marseille, voilà. Et alors, vous En avez, tournée internationale. comme régisseur, quand vous êtes en tournée... Non, comme mon producteur tournée qui ne l'est plus, le contrat vient de s'arrêter, mais j'avais comme producteur de tournée Jacques le Croquant, celui qui jouait dans Jacques le Croquant. Éric Damien, qu'on aura peut-être au téléphone, qui a été le premier Jacques le Croquant, parce que aujourd'hui on parle évidemment beaucoup, c'est mercredi de la sortie du film mais avec c'est vrai. Gaspard Ulliel, mais quand Ouais. le feuilleton passait à la télévision, c'était quel âge il avait à l'époque? Il avait 8 ans, je crois. Ouais, bah on aura peut-être au téléphone le vrai, le premier Jacques le Croquant. Il a plus 8 ans évidemment Ah, aujourd'hui. il a 108 ans à peu près aujourd'hui. Il a pas continué à faire acteur, visiblement. Non, il produit maintenant, voilà. Jacques le Croquant, donc tout à l'heure peut-être au téléphone. Les questions. Allez, on va voir si vous avez bien travaillé, bien révisé les journaux aujourd'hui. Pas facile, hein. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui de la firme pharmaceutique Inix? Puisque c'est la Oui. firme pharmaceutique dont le propriétaire est le prochain racheteur de l'OM. Cachenard ou Cashcar ou... Kashkar, Kashkar, monsieur je sais. Jacques Kashkar, effectivement, le Canada va peut-être racheter, enfin pas tout le Canada, mais cette firme pharmaceutique canadienne d'origine arménienne au départ, hein, monsieur Kashkar, va racheter l'Olympique de Marseille normalement. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est inquiétant en même temps parce que c'est une firme pharmaceutique donc basée à New York, cotée à Wall Street et spécialisée dans les médicaments en aérosol pour le traitement des maladies respiratoires et allergiques. Et généralement, les médicaments pour, on va dire, maladies respiratoires et allergiques, c'est ce qu'utilisent, je crois savoir, les coureurs cyclistes quand ils sont un Oui. peu... Enfin, faut je pas crois qu'il y a confondre. 90% d'asthmatiques parmi les coureurs cyclistes. Ils prennent un petit peu de ventoline. Est-ce qu'il va y avoir 90% d'asthmatiques parmi les footballeurs de l'OM à l'avenir? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pas mal de prendre un pharmacien comme président. c'est d'ailleurs. pratique, ouais. Alors, vous savez ce que j'ai appris à propos d'une pharmacie? Je trouve ça incroyable. J'ai un ami qui habite à Los Angeles, qui vient de s'installer. Ouais. Et si tu veux fumer de l'herbe, tu sais ce que tu fais? Tu dis vas chez que ton t'as mal. médecin. Tu dis j'ai bobo. Tu dis que tu te sens pas bien, et plutôt que de se prescrire, on te dit vous voulez de l'aspirine ou vous voulez de c'est l'herbe. malin. Ouais, c'est très Et si tu dis de l'herbe, eh bien tu vas chez ton pharmacien au coin de ta rue et tu repars avec ton petit sac de shit. Bah, c'est comme en France, À tu dis j'ai Bobigny très aussi, mal, c'est les mecs comme te ça. donnent de la morphine, tu peux pas faire la même chose. Hein. Non mais c'est sérieux ce Est-ce que que je tu te as déjà dis. essayé de je fumer sais la bien. morphine, Gérard? Mais non, C'est très quand même difficile. incroyable. On ne pourra vous en désormais faites. plus se lever quand on sera à table. Où ça? On ne pourra désormais plus se lever quand on sera à table. Quand on a plus de jambes. Non, À l'école? pas à l'école. Dans un restaurant. Dans un restaurant ou à la cantine. Oui. C'est dans un endroit bien précis où ça a été décidé hier. Jusque-là, bah, il y en a qui se levaient pendant que... Pour aller c'est fumer, pour aller ici- fumer dehors. Ici même, on n'a plus le droit de se lever. Non, Mais pas est-ce que ici. c'est- À table où les gens mangent ou une autre table? Oui, c'est quand on mange, oui, effectivement. Est-ce que c'est en France ou est-ce que C'est c'est en France. D'accord, donc dans un endroit précis en France. Est-ce que c'est un endroit où on a payé qui plus est? Non, généralement, Est-ce les que gens c'est- qui mangent à table tous ensemble à ce moment précis et dans cet endroit précis sont des Est-ce gens que qui c'est ne pour payent les pas gens, quand ils mangent. les gens pauvres qui... Non, pas du tout. Non, ils sont même plutôt très riches ceux qui sont à Est-ce que table. c'est genre à l'Assemblée ou quelque chose comme ça? C'est pas à l'Assemblée Non, c'est pas nationale. politique, non. C'est très parisien, hein, pour vous dire. Hein. Ah, je suis bien content de vous faire sécher sur ce coup-là. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit de se lever? Est-ce que c'est religieux? Parce qu'il y a quelqu'un qui en a décidé ainsi. Tout simplement, c'est pas pour des raisons de sécurité. Oh bah ou c'est chez moi.
Comment ça, c'est Bah, chez parce que j'ai qu'à décider chez moi que on sait pas que vous êtes à Bonne table. réponse. Est-ce que c'est dans un arrondissement précis de Paris? C'est pas dans un arrondissement précis, c'est dans un lieu précis. D'ailleurs, le lieu pourrait être différent, à mon avis, ce Ah, sera le lieu, vrai. On va dire qu'à 70%, ça va se passer à Paris, mais ça pourra se passer un peu partout en France et même parfois, on l'espère, ça risque d'être un peu plus rare en Europe ou dans le monde. Est-ce que c'est une sorte d'abus de pouvoir quand Non, même c'est quelqu'un qui vient d'arriver qui en a décidé ainsi. C'est le nouveau patron d'un restaurant. Non. Est-ce que c'est à l'Élysée C'est le chef Ça du se trouve, même lui, protocole. je sais pas, Un en chef fait. du protocole. Non, il vous dit qu'il vient d'arriver, ça devrait quand même vous mettre un peu la puce à l'oreille. C'est pas le patron de Marseille. donc, C'est pas de Nicolas Marseille, Sarkozy. de PSG. Paris, à la Alors, cantine, c'est à la cantine Paul du Le Paris Guen. Saint-Germain. Alors c'est Paul Le Guen, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui vient de décider que les joueurs, désormais quand ils seront à table, ne pourront plus se lever avant son mot d'ordre. C'est une des premières décisions du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Les joueurs à table ne se lèvent plus pendant qu'on mange. Bonne réponse de Moustapha Merci. El Atrassi. Je le savais depuis le début, mais je voulais faire durer un peu le truc. Et quand je vous dis qu'effectivement ça se passe à Paris, mais qu'évidemment de temps en temps ça se passera ailleurs en France, c'est quand le PSG jouera à l'extérieur. Quand j'ai dit on espère en Europe, c'est si un jour le PSG se qualifie à nouveau pour une Coupe d'Europe. Non mais ça va, c'est évidemment. bon, on est con, on le sait, c'est pas la peine d'insister, Laurent. Ouais, c'est bien, c'est une bonne mesure, ça va les aider à gagner, ça, je pense. Il y a une nouvelle règle, a dit les joueurs marqueront des buts maintenant. Non. Mais, attends, mais moi ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi. Parce que Le Guen en a décidé ainsi. C'est comme ça. Faire l'esprit d'équipe. T'imagines Guy Lacombe, il se fait virer, l'autre il arrive, la première mesure qu'il prend, c'est vous n'aurez plus le droit de vous lever à table. Parce qu'ils sortaient sans arrêt pour téléphoner avec leur portable. Il y avait plus l'esprit d'équipe. Quand on mange, c'est un acte social. Il y a Voilà. sûrement de ça, il y a sûrement de ça. On se On lève va pas de rester table. dans le sport avec la question qui suit. Julien Bento, vous savez qui c'est? C'est un jeune tennisman qui a perdu, hélas. Hier, il s'est fait éliminer à l'Open d'Australie. Bon, il s'est incliné en 5-7, 4-6, 6-7, 6-2, 6-1, 6-2. 3h30 de match. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin du match? Il a Il bu. est tombé dans les pommes, il a pris une perfusion parce qu'il avait trop chaud. Ouais, ça c'est vrai qu'il faisait très très chaud Je et pense- qu'il a eu besoin de plus d'une heure de perfusion ensuite. Mais, Je pense qu'il y a un rapport avec l'épiphanie, moi. c'est-à-dire, Il a fait une petite galette en sortant. c'est ça, il a vomi. Excellente réponse Ah. de Jérémy Michalak. Il faisait une chaleur à crever, 40,4 degrés à l'ombre en Australie hier en début d'après-midi. Ça a causé une polémique d'ailleurs, il faut le dire, en Australie, parce que il faut savoir qu'ils ont des cours qui peuvent être couverts, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer effectivement avec le soleil qui ne frappe pas sur leur tête. Mais si un match a démarré ciel ouvert, il doit se continuer ciel ouvert. C'est ce que Le Guen a décidé. Ça, c'est absolument une règle qu'il Non, mais, impose. les gens, beaucoup trouvent ça ridicule parce que quand il pleut, par exemple, c'est que le match est interrompu bah oui. pour éviter évidemment que les joueurs puissent en souffrir et évidemment la compétition. Eh bien, en revanche, quand il fait très très chaud, non. Si on a commencé ciel ouvert, on continue ciel ouvert. Et vous avez vu ce que fait Amélie Mauresmo dessus ou pas? Alors oui. Elle s'entraîne en plein soleil. En Elle plein se dit, je vais cagnard. soigner le mal par le mal. Je m'entraîne en plein soleil. Plus il fera chaud, au moins je serai prête en cas de match. D'habitude, elle soigne la femme par la femme plutôt que le mal par le mal. Très joli. En tout cas, c'est une belle réponse. Non, c'est terrible pour les joueurs quand même. 40 degrés à l'ombre. Et le petit Français a failli effectivement en profiter. Mais bon, il a fini par vomir et il a eu besoin d'une heure de perfusion. C'est très dangereux en plus. De même Et- que Camille Pain, qui a failli effectivement ainsi éliminer la Russe Sharapova. On rappelle qu'elle est sibérienne. Évidemment, ça doit être dur de jouer à 40 degrés à l'ombre. Non mais c'est très dangereux parce que je veux bien croire qu'ils sont surentraînés, mais Michel Berger, si je ne me trompe, il est mort notamment parce Oui. qu'il avait joué au tennis au soleil. Et parce qu'il faisait aussi un régime alimentaire très... Peut-être, mais enfin en tout cas on sait bien que ne jouez jamais au soleil au tennis. C'est la première chose qu'on apprend quand on fait du tennis. J'avais jamais pensé à ça. Michel Berger dans le tennis. Je dois dire qu'il y a que Gérard Miller pour se souvenir de ça. Mais ce qui est hallucinant, c'est que cette histoire de Michel Berger, ça a foutu les jetons à tout le monde. Parce que c'était C'est un qu'il mec faisait le- qui fumait pas, qui était super sain, qui faisait un régime, qui faisait du sport et qui était emporté super jeune. Et Mais c'est il faisait- peut-être il un faisait un détail régime. pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors, vous avez fait un truc tout à l'heure, vous avez dit 40 degrés à l'ombre. Comme si à l'ombre, mais c'est toujours à l'ombre qu'on prend la température. Oui. Pour pas être gêné par les rayons du soleil. Qui a été décoré hier pour sa voix de velours? Lovamour ou un truc dans le style quoi. Un Bah, peu un truc dans le travelot, style, c'est la même chose en plus masculin, c'est Amanda Lear. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est son Lovamour frère. avec une barbe. C'est son frère en fait. Amanda Lear hier a reçu du ministre de la Culture Renaud Donodieu de Vabre les insignes de chevalier des arts et lettres. Ce qui est rigolo, c'est le discours du ministre de la Culture. Bon, il a effectivement dit dans son discours et rappelé qu'elle était la reine du disco, jusque-là ça va. L'ange du rock et de la nuit, très bien. La muse de Salvador Dali et des soirées underground, parfait. Qu'elle a vécu 1000 vies. On s'en aperçoit à son lifting. Que c'est une icône intemporelle, d'accord. Mais alors, en revanche,
à la voix de velours. Je sais pas, enfin, il me semble que la voix de velours, c'est plutôt une voix... C'est du velours côtelé. Oui, enfin, c'est pas la voix Amanda Lear. C'est Tout quand même- sauf, oui. C'est tout sauf la voix de velours. Ah, la voix des C'est ce qui fait son bûcherons. charme ça. quand elle chante. Justement, qu'elle a une voix rauque, qu'elle a une voix rauque, grave. elle a une voix très masculine. C'est drôle, ça. C'est pas la voix de velours, c'est plutôt comme ça. C'est Tino Rossi, la voix de Oui, mais velours. comment tu veux définir gentiment dans un discours de ministre la voix d'Amanda? Ah ben, tu dis pas voix de velours, tu dis la voix étonnante, à la voix Différente. Féline. à la voix féline, par exemple. En tout cas, elle a été assez marrante, Amanda Lear, puisqu'à la fin du discours, elle a dit au ministre, c'est une vraie nécrologie que vous venez de me faire faire. Il y avait son fiancé. Ah, fais voir alors. Quel âge Celui Tout jeune qui veut lui piquer. Eh ben voilà, celui qui, d'après Amanda Lear, que je voulais lui piquer. C'est quand même énorme. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai reçu, alors je pense pas que ce soit Amanda Mais il est Lear qui super soit beau à mec. l'origine de cette affaire-là, mais j'avais reçu l'invitation pour être au ministère de la Culture hier soir pour la décoration de c'est peut-être son mec qui te l'a J'ai envoyé. hésité pendant longtemps pour foutre la merde, mais j'y suis finalement pas allé. Je dois avouer que ça m'a fait assez marrer finalement. Mais je comprends votre goût, mon petit Ah, mais- Laurent. Moi aussi, je vais mettre sur les rangs. Ah oui. Non, mais il est vachement beau garçon. Ah oui, t'as ces beaux Mais- garçons. mais moi- Il s'est laissé pousser la barbe pour Oui, pas que ouais, je le c'est- reconnaisse. ça pique. Mais Très sincèrement, enfin moi, j'aime beaucoup Amanda, mais le chevalier des arts et des lettres, c'est... oui, mais Chevalier en revanche, ça lui va Voilà, bien. chevalier, c'était pas mal. Chevalier, ça commençait bien, mais la suite, c'est peut-être un petit peu... Qui va chanter avant le match contre Toulouse? Liane Folly. Non, Amanda Lear. non. C'est un homme. Alors d'abord, quel match contre Toulouse vous pourriez PSG nommer? Toulouse. Bien sûr. Alors c'est pas PSG Toulouse qui est un match en retard ce soir, Ah. effectivement, c'est pas du football. Là, il y a un piège. Alors, vous C'est avez du l'air de rugby. savoir, Michalak, allez-y. Est-ce que ce serait pas Michel Delpech C'est Michel Delpech, avant quel match? avant le match Paris-Toulouse? Stade Français contre Toulouse. Excellente réponse, et dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il est fort, hein. C'est que c'est Max Gazzini, le patron du Stade français, qui maintenant, à chaque grand match qui se joue au Stade de France, effectivement fait intervenir des artistes, des majorettes qui savent lancer le bâton. Enfin bon, il y a tout un bins. Et là, c'est Michel Ah, Delpech. c'est une bonne idée, moi, qui... je trouve. Oui, Oui, ça peut calmer justement un peu le jeu, sans jeu de mots. Ça Peut-être renouvelle, que ça c'est- fait un show. Oui, ça fait un show, puis ça donne un côté peut-être un peu bon. Ça, toi, peut-être ça désexcite un peu les mecs. Oh, ça se passe toujours très bien. Il y a une bonne au ambiance rugby, ça se au passe très rugby, bien, vous tout le savez. temps. Hein. Ah, c'est au rugby, ça tombe bien, j'ai compris que c'était du football. Alors c'est pour ça. Si j'ai En revanche, ça peut être sympathique. Vous savez qu'ils sont tous en rose au Stade français, puis ils font des calendriers assez, on va dire, Olé, Olé. oui, oh, même- il est même ridicule. Ce calendrier est ridicule. équivoque, ambigu, et je les vois bien tous main dans la main avec leur petit maillot rose chanter pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. On va plutôt choisir chez Lorette pour écouter Michel Delpech Très en bien. duo avec Benabar, puisque Delpech, vous savez, sort un album de duo Benabar et Delpech. Ce sera le 27 janvier prochain, en préambule du choc de la 19e journée du top 14, pour être très précis, cher Charlotte de Turckheim. Il s'agit donc de rugby entre le Stade français et le Stade toulousain. Ce sera en première partie, donc que Michel Delpech donnera un mini concert. J'ai d'autres questions pour vous, attention. Là aussi, c'est pas si simple que ça. Peut-être Bonaldi est avantagé par rapport aux autres. Pourquoi hier a-t-on beaucoup entendu la société Léo Corporate, ou plutôt un représentant de la société Léo Corporate? C'est parce que c'est une société qui est spécialisée dans la gestion de la communication de crise. Quand il y a un gros truc qui arrive à une boîte, hop, plutôt que d'appeler l'attaché de presse habituel, je vais chercher Léo Corporate qui sait faire ça. C'est pas le directeur lui-même de la société mise en accusation qui Oui. parle aux journalistes, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la com. Ah, d'accord. Et, Voilà. et la société Léo Corporate le fait pour... Elle Corned travaillait beef, alors. pour Charal, le corned beef, Voilà, le c'est ça. Covey, et enfin je crois qu'elle a travaillé surtout pour Charal. Du coup, dès 7h du matin, branle-bas le combat, task force, Mayday, on se fait une petite réunion, on rassure les troupes, parce que le problème, disent-ils, le plus important, c'est de rassurer les dirigeants de l'entreprise. Et après on cause, et qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on le dit. Le type, il a fait, je crois, 40 interviews dans la journée. Non, c'est un vrai métier, la communication de crise, c'est très intéressant. C'est une entreprise qui avait travaillé aussi à l'époque de la chikungunya, par Oui, exemple. En oui. tout cas, c'est une bonne réponse Très de bonne. Jérôme Bonaldi. Bravo. Mais Michalak le savait aussi, hein, il sait tout. Gérard Miller, Je le savais aussi, puisque je savais évidemment. vous savez rien depuis le début, je vous signale. Non, écoutez, il y a parfois des questions. La semaine dernière, j'ai répondu à beaucoup de questions car elles étaient mieux orientées que celle-là. Ah bah, Plus c'est autre chose. politique. Ah, si, Oui. si, écoutez, comment voulez-vous Oui, oui. que je réponde sur le foot? Vous voulez une question politique, Oui, alors allez-y. les autres ne répondent pas. S'il vous plaît. Quelle est la photo originale qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui de Ségolène Royal? C'est une photo très originale d'elle. Et là, on relève ça. Lorsqu'elle était petite. Pas du tout.
lorsqu'elle était enceinte. C'est une photo qui a été prise, même je vais vous dire, Moi, je sais, hier. hein. C'est très facile, très facile. Très très facile. Vraiment. L'humiliation que je suis en train de subir de la part de ces nabos. Ça doit pas être simple. Ouais. Alors, c'est une photo d'elle dans sa maison de campagne. Non, c'est une photo d'elle. Allez, je vais vous aider en zone libre. En zone libre. Et vous prétendez l'aider, vous êtes vraiment un salaud. En France. Alors Miller, on fait moins le fier. La zone libre au sens vraiment de la zone libre et zone occupée de la guerre. Oui, exact. Donc c'est forcément en dessous France. de la Loire, Au sud. au sud. Ça n'a aucun rapport, ça se passait à Paris. Alors c'est pas tout à fait ça la zone libre, mais Mais si, justement. Une Si zone vous libérée. réfléchissiez un peu, cher Gérard Miller. Tellement simple. facile, ouais. Oh là là. Il y aurait pas un C'est film navrant. aujourd'hui qui sortirait qui s'appellerait Zone Libre, par exemple? non, zone libre non. Si. Non. Avec Christophe Malavoie, et je vais donner moi-même la réponse. Vous l'aviez? Alors Bah, allez-y. bien entendu, c'était à l'UGCDL. Elle Voilà. a fait une photo avec le réalisateur. Elle a parce que- fait une photo avec Christophe Malavoie, réalisateur du film Zone Libre. Pourquoi? Parce que c'est sa Parce qu'il a région. tourné dans le Poitou, mon pauvre Miller. Exactement, le conseil régional du Poitou-Charentes a financé en partie le film parce que ça se passait le tournage dans la région, comme le font d'ailleurs tous les conseils régionaux pour le cinéma aujourd'hui. Ségolène Royal pose donc à côté de Christophe Malavoie pour une photo publiée aujourd'hui par le Parisien. Ça s'est passé hier soir à l'UGC des Halles. Excellente réponse de Mustapha El Bien entendu. Atrafi. Oui, mais écoutez, C'est vous me navrant. présentez ça comme une photo originale. Bien sûr, c'est Ah original. oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des tas de photos de Ségolène Royal, de Sarkozy et tout ça. J'ouvre le Parisien aujourd'hui, je la vois à côté de Christophe Malavoie, je me dis, tiens, pourquoi? Et voilà, j'ai l'explication. Elle était hier à l'avant-première du film, tout bêtement. Oui, d'accord. Quelqu'un va peut-être frapper à votre porte à partir de lundi prochain. Qui? C'est la question suivante. Un Le recenseur. recensement. Laurent Baffy. Exactement. Non, pas Laurent Baffy. Son émission, là, Ding Dong. C'est terrible, cette émission, d'ailleurs. Ah, mais ça Elle marche est pas, ils l'ont arrêtée, arrêté. elle est terminée. C'est filmé avec une webcam, c'est bizarre. En tout cas, c'est effectivement le recensement qui démarre à nouveau à partir de lundi, la campagne du recensement annuel 2007 qui touchera environ 9 millions de personnes, soit 14% de la population française. Ça s'arrêtera le 24 février prochain. C'est une enquête qui permet d'interroger tous les habitants des communes de moins de 10 000 habitants. Et c'est compliqué ce que je dis. Heureusement que c'est pas vous qui faites le recensement, parce que ce serait un merdier. Non, si vous voulez, il y a 7 000 habitants de communes de moins de 10 000 habitants. Quoi? Voilà. Non, Bon, t'as une commune. On Il y en a prend- moins de 10 000. Ouais. Mais il y en a 7 000 quand même. il y a 7 000 communes qui ont des... Il y a 7 000 communes qui sont des communes de moins de 10 000 habitants. Est-ce que vous D'accord, m'avez- ça y est, Ça, c'est je clair. suis, ça, c'est Voilà, clair. et ben c'est celle-là qui vont être recensées d'abord à partir de lundi prochain. Ah, ouais. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Yann Silva est un champion de tennis assez original, je dois dire. Il a même le droit à une double page dans VSD cette semaine. Pourquoi Yann Silva a-t-il droit à une double page dans VSD Parce qu'il est cette handicapé. semaine? Pas du tout. Il est tatoué de haut en bas. Pas du tout. Parce qu'il est très jeune. Il est très jeune, ouais. Alors, Il est le plus jeune quel âge? champion, il a 14 ans. Non. Et moi, je dirais même qu'il en a 11. Non. 10. 15. 12. Non. 13. 9. Non. 8. Non. 7. Il a 6. 4 ans. Plus 5. 5 ans, il a 5 ans. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Je vais vous passer les photos. Ça fait peur quand même. incroyable. hein. Ah oui, Il ça mesure fait peur. 1m10, il pèse 25 kilos. Ça pourrait être Michalak. Sa prise de raquette, son placement, sa coordination. Il a une gestuelle étonnamment aboutie pour un garçon de son âge. À 5 ans, il a la technique d'un enfant de 9 ans. C'est un petit Mozart, dit Patrick Mouratoglou, qu'il a accueilli avec toute sa famille dans l'académie de tennis qui se trouve dans les Yvelines, vous savez. Et alors, regardez les photos du gamin, le surdoué du tennis, 5 ans. Ses parents voient déjà en lui le futur numéro 1 mondial des cours. C'est des photos étonnantes dans VSD cette semaine. Et ce mini prodige californien est installé en France depuis septembre dernier. Évidemment, ça suscite la polémique, ça va de Ah soi. ouais, c'est scandaleux. Ça me rappelle l'histoire la plus horrible que jamais je n'oserais raconter à la radio, qui est la suivante. C'est deux jeunes mecs qui voient passer une petite fille de 6 ans. Et il y a un des mecs qui dit, elle a dû être belle, hein. Mais dès que j'entends Elle est un papa épouvantable. qui dit c'est un petit Mozart, ça me fait peur pour le gamin, je le plains de tout mon cœur. pas Et que s'il avait envie de faire du piano, ah non, tu feras du tennis. T'es un petit Mozart du tennis, tu feras du tennis. Bah, si Quelle tu horreur. fais du piano et du tennis, c'est un coup à finir comme Michel Berger. ça. Non, mais il y a rien de plus mignon qu'un enfant qui joue à un sport très tôt, mais évidemment qui joue de façon professionnelle, c'est un peu inquiétant. quoi.
Mais ça fait penser au petit hindou là qui courait 50 km là, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, exact. Voilà, il est peut-être mort, on n'en parle plus. Mais Cela dit, il y a des gens qui sont scandalisés par le fait que vous, Mustapha, vous êtes si jeune et déjà vous travaillez à la radio. 21 ans, Et il y a 21 beaucoup de ans. gens 21 qui ans. sont scandalisés, vous êtes si vieux et que vous y bossiez encore. Je vous jure. Mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Peut-être qu'on pourrait demander son avis à un médecin. On a un docteur au téléphone, le docteur Michel Descamps. Bonjour monsieur Descamps. Bonjour. Alors je suis ravi de vous joindre au téléphone. J'ai eu peur évidemment de ne pouvoir réussir à vous joindre, mais on va signaler que vous êtes sur un téléphone fixe. Bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez les honneurs de la presse ce matin, docteur Descamps. Vous habitez à Charençay, dans le Puy-de-Dôme, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui. En zone blanche. En zone blanche, ça veut dire zone qui pour l'instant n'est pas couverte encore par les opérateurs de téléphonie mobile. Ça veut dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir de portable. Non. Enfin, vous en avez un, mais en tout J'en cas, ai il ne un, marche pas. mais je ne peux pas l'utiliser. Et vous dites, c'est assez étonnant dans l'interview qui vous est consacrée à l'occasion de l'annonce faite par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Christian Estrosi, sur le fait que tout le territoire sera couvert à la fin de cette année. Normalement, il y aura plus de zone blanche en France parce qu'il reste quelques coins dans certains départements comme le Finistère, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, la Seine-et-Marne, quelques coins où on ne peut pas utiliser son portable. Et c'est le cas chez vous à Charençay dans le Puy-de-Dôme. Oui. Le portable, on est bien d'accord, ne passera nulle part à Charençay. Alors c'est pour ça qu'on Dans vous la appelle commune de docteur, pour vous dire que ça Charençay. ne sert à rien que vous ayez acheté un portable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous l'avez acheté. On me l'a offert. Ah ben voilà, c'est les cadeaux inutiles. Alors vous dites, et c'est ça, là je vais essayer de vous coincer un peu, vous dites c'est impensable, évidemment ça me gêne dans mon métier, tout ça, mais enfin, comment vous avez les médecins, il y a encore, je sais pas, allez, à peine 5 ans ou 6 ans. Bien sûr. Enfin, depuis qu'on a le téléphone portable, on a quand même une certaine habitude de travailler avec le portable. C'est vrai, c'est C'est vrai. exactement comme si vous On a disiez avant peut-être comment faisaient les gens l'habitude sur de les travailler à voitures. l'ancienne, comme on dit. Oui, enfin, à l'ancienne, d'accord, mais enfin, Gérard, vous pouvez pas comparer l'électricité et d'autres inventions avec une invention qu'on connaît à peine depuis Non, mais 5 c'est- ou 6 ans, et on vivait très très bien sans portable. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. C'est qu'évidemment, à partir du moment où un produit arrive, vous voulez généraliser comme le portable, ne pas en avoir est ressenti évidemment douloureusement. Regardez d'ailleurs la voix de ce médecin. Genre, je vais pas faire un diagnostic public. Il a l'air très très déprimé. Et puis en plus, Quoi de neuf, docteur? Ce n'est pas le cas. non, et puis en plus, vous pouvez pas nier non plus qu'il y a des certaines professions, comme justement les médecins, qui ont besoin d'être joints urgemment, pour qui le téléphone est un outil absolument indispensable. Bien sûr, c'est un outil indispensable. Oui et non, j'en reviens à ce que je dis. Pardon. Mais si, parce que ils doivent être appelés urgemment, c'est comme Et les avant, comment ils garagistes, ont- les mais comment médecins, vous avez les- à 5 ans? Eh ben, on pigeon mourrait, voyageur, on ça mourrait. sonne Mais bien. non, on mourrait pas, Bah enfin si, c'est on n'importe mourrait. quoi. On a envoyé une lettre, ma femme vient de se couper un doigt une Vous pouvez semaine après, mais pouvez ça pas arrive. comparer des inventions dont on profite aujourd'hui effectivement avec joie comme l'électricité et autres parce qu'elles n'existaient alors pas il y a non, un mais c'est siècle évident, et voyons. une invention qu'on a aujourd'hui mais qu'on n'avait pas il y a on va dire 8 ans Mais ça, ou c'est 9 ans drôle. et personne ne se plaignait et mourait parce qu'il Mais y a un vous êtes, médecin vous qui êtes n'avait pas de amusant, Laurent. portable. C'est comme si c'est le temps qui faisait quelque chose à la faire. Dès le lendemain de l'invention, on a besoin de ce qui... Enfin, c'est ça qui est drôle. C'est pas parce que ça fait un siècle que l'électricité existe. Je suis sûr que docteur vous avez quand même des patients, c'est pas parce que vous n'avez pas de portable que vous n'avez pas de patients. Non, on a des patients, bien sûr. Mais enfin, bon, quand par exemple, le 15 a essayé de me joindre il y a quelques mois, eh bien, je n'ai jamais eu la communication, en fait. C'est pas normal, quand même. Et par exemple, pour vous faire réveiller par portable, manifestement, ça marche pas. On vous remercie pour votre témoignage, docteur. On n'imagine pas hein, qu'il y a encore des endroits en Ah, si, France. si, j'imagine tout à fait parce que Anaïs m'accompagne et Ah, à il y a sa longtemps famille, qu'on n'avait pas parlé à sa d'Anaïs, famille hein, dans les Alpes de Haute-Provence, dans Oui. un petit village qui s'appelle Tartonne, et jusqu'à très récemment, le portable ne passait pas. Et donc, lorsque je voulais aller écouter Ce qui mes vous messages, arrangeait parce que la famille disait va pas avec Non, ce non, mec, va mais pas avec du ce tout. mec. Donc j'étais obligé pour écouter mes messages de prendre la voiture, d'aller en un endroit bien précis de la route, Oui. parce que c'était très précis, et je m'arrêtais là et j'écoutais les Il y a messages. beaucoup d'endroits en France où officiellement on le reçoit, mais en fait il faut aller au bout du village, monter en haut de l'arbre, rester ça à a changé l'étage, depuis quelques sortir mois. de la maison. C'est vrai que ça change. Il y a encore 3073 communes en France en zone blanche. Normalement, elles n'existeront plus à la fin de l'année, non pas les communes, mais les zones blanches. Et les autoroutes aussi seront toutes couvertes Il y a- parce qu'il paraît que c'est pas encore le cas. Mais même sur l'autoroute A10, celle qui fait, vous savez, l'Aquitaine, il y a des endroits qui sont quasiment blancs. On a une barrette ou deux, on reçoit à peine ou on reçoit très très mal. Quand on est en pleine Beauce, il est évident qu'il n'y a pas d'habitation dans le coin et que monsieur SFR, Bouygues Orange, ils ont pas mis des répéteurs Le partout. ministre Estrosi annonce en tout cas que le gouvernement va élargir, avec l'aide des opérateurs mobiles, la couverture des axes prioritaires qui était prévue
ainsi aussi sur les autoroutes. Il y a un truc intéressant, c'est que ça devient de plus en plus un service public et que maintenant les communautés de communes ou les départements ou les régions payent. Le portable utilisable partout en France à la fin de l'année, c'était l'occasion d'appeler ce docteur qui... Il avait l'air déprimé, ce docteur. Oui. Oui, mais je vous assure que quand on n'a pas un téléphone portable, ça... Ah non, c'est une pathologie très connue en médecine. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai même cru qu'il avait raccroché. Parce que vous lui avez posé une question, et vous lui avez dit, vous avez un portable, monsieur? Non. Ils étaient 4, ils ne sont plus que 3. Qui? C'est ma dernière question. Les pour poilus, les mousquetaires. Le dernier poilu, effectivement. Enfin, les 4 derniers poilus, ils ne sont plus que 3, comme les Et vous mousquetaires. avez vu la tête qu'il a? Mais il est amour, on devrait en faire une peluche, il est trop mignon. Mais il est décédé, hein, je vous signale. Mais oui, mais on va pas en faire une peluche, le pauvre Oh, mais monsieur. il a une tête, il avait une bonne tête. Il y a un poilu qui décède et il y a Mandalière qui est sacré chevalier. Vous vous rendez compte? René Riffaut, il s'appelait, c'était un des 4 derniers poilus. Il était encore sous l'Arc de Triomphe pour la cérémonie nationale du 11 novembre dernier. Il est décédé à l'âge de 108 Oui, ans. il avait joué dans Jacques ou le Croquant à l'époque. Le pauvre monsieur, en tout cas. Mais pourquoi le pauvre monsieur? Au contraire, extraordinaire monsieur, pas Oui. le pauvre. Oui, Parce qu'il n'est mourir. pas le dernier poilu, dont vous savez qu'il y aura sans doute des obsèques nationales, en tout cas une mobilisation Ah, de c'est vrai? l'État. Pour le dernier, vous croyez? c'est ce qu'on annonce que pour le dernier poilu, il y Il y a aura... une course entre les 3 derniers. C'est alors. terrible, mais évidemment, le dernier poilu... Tiens bon Pépé, tiens Ils bon. ont envoyé à Koh-Lanta. C'est évident que le président de la République et toutes les autorités de l'État seront là pour des obsèques nationales, c'est évident. Évidemment, Dernier poilu. rescapé donc de la guerre 14-18, il Génial. avait été mobilisé en 1917 pour combattre au front durant la Grande Guerre dans les rangs du 75e régiment. Il est mort à 108 ans. René Riffaut, l'un des 4 derniers mousquetaires. On les appelait aussi les mousquetaires, ces derniers poilus. Vous avez raison. Excellente réponse de Merci. Mustapha El Atrassi. Et on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Nous sommes là depuis 16h. Vous le savez maintenant. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est que vous avez loupé une demi-heure d'émission. Et c'était bien en plus. Ah là là. C'était même la meilleure de toutes qu'on ait jamais fait. Juste va avant la arrêter pub, on évoquait encore un des derniers poilus décédés, un des 4 derniers poilus. Il n'en reste donc plus que 3. Il est décédé à l'âge de 108 ans. Et donc, on vient de réaliser qu'il est né en 1899 et que donc, il a vécu 3 siècles. Voilà. Oui, 19e il siècle, a pas vécu déjà. 300 Le ans. 19e, il en a peu profité. Le voilà, le 21e, encore un peu moins. Mais alors, le 20e, il en a profité, mais un max. hein. Moi aussi, j'ai fait 3 arrondissements dans Paris. Non, mais c'est évidemment fascinant. Avoir encore des poils à 108 ans, c'est un vrai record quand même. Gérard, vous dites que c'est pas le record, 108 ans. Si, c'est le record, mais j'évoquais pendant la pause le fait que, étant parti en vacances aux Seychelles, on m'a montré une tortue qui avait, paraît-il, 250 ans. Je pense que ce monsieur de 108 ans va être très heureux que tu le compares à une tortue. Je vais comparer Ça va une lui faire tortue. plaisir. Je dis C'est la un peu remarque le que je faisais Gérard, sur le bien sûr. temps. Et donc j'avais calculé quand cette tortue de 250 Comment elle va, ans... cette tortue, alors? Elle est... Non mais c'est fascinant. Elle vous a dit il y a longtemps que t'es pas venu me voir. Alors j'ai vu des tortues, c'est des tortues géantes, des tortues de terre géantes. J'en ai vu forniquer. C'est très impressionnant. Cette tortue, je l'ai suivie pendant un certain temps sur une île et elle se tapait. Elle voulait pas, je vous assure qu'elle se tapait. Elle vous a eu de vitesse. Ah non, elle se tapait. Tout ce qui bouge, elle se le tapait. Devant, derrière, n'importe comment. D'ailleurs, à un moment, Dès Gérard qu'elle était voyait sur son matelas pneumatique. Non, dès Et qu'elle il s'est voyait dit- une carapace, hop, elle grimpait dessus. Et il y avait cet engin que je n'avais jamais vu chez les tortues. Parce que Un engin de tortue. ce que vous ne savez pas, Laurent, c'est que la tortue est mon animal fétiche. Ah bon? C'est-à-dire que tous ceux qui me connaissent un peu intimement... Je pensais que c'était votre perroquet, moi, jusqu'à C'est là. vrai, mais Tu aimes j'ai Raymond un Barre nombre incalculable de tortues chez moi. Parce que dans ma famille, on avait tous un animal fétiche. Et moi, c'était la tortue. Alors attendez, on va parler de la tortue parce que à la Réunion, il y a des fermes à tortues. Et le tortue, c'est comme le cochon, tout est bon dans la tortue. Tu ne jettes rien, c'est comme dans le cochon. Dans le cochon, tout est bon, dans la tortue, c'est pareil. Toi, t'es bon dans le cochon, on me l'a jamais dit quand j'étais gosse. Évidemment, Mustapha, ça va de soi. Je sais pas pourquoi. Tu vois, à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis, mais... Puisqu'on parlait des gens âgés, alors il y a quelqu'un évidemment que la santé inquiète, en tout cas ceux qui évidemment sont plutôt, on va dire, castristes. C'est la santé de Fidel Castro dont je veux parler, le leader Maximo. Il a pas l'air bien, hein. Ah non, il a un anus artificiel, nous apprend-on dans la presse. Non. Bah, écoutez, c'était gentil de le dire comme ça à tout le monde. C'était plutôt en général un truc qu'on a envie de garder pour soi. Eh bien, on peut compter sur vous. Voilà. C'est pas de mal avec que je vais vous confier mes problèmes de C'est un vrai santé. trou du cul en franche. Celui qui vit sur scène. Gérard, vous êtes triste évidemment. Non, je suis pas triste d'abord parce qu'il a déjà un âge relativement avancé. Ensuite, parce que ça va, c'est pas non plus le leader de toutes les démocraties. Mais c'est vrai que j'ai une sympathie pour Castro que je garde et à l'évêque d'ailleurs qui est parti
à Cuba en vacances, est revenu alors absolument enthousiaste, avec des réserves bien entendu, mais enthousiaste pour le reste, en expliquant qu'il ne voyait absolument pas quel était le problème. Et qui ont pris la liberté de la souvent. presse là-bas. Alors il dit qu'effectivement, la liberté de la presse n'existe pas, mais que les gens parlent très facilement, que, comme on le sait, il y a très peu d'analphabétisme, il y a la sécurité sociale est formidable. Enfin, il est revenu en tout cas beaucoup plus. Il y a des gens dans les années 50 qui allaient en Russie aussi, en C'est vrai, URSS c'est de vrai. l'époque, et qui disaient, qui revenaient avec les mêmes impressions. Non, mais c'est vrai que le problème de Cuba, c'est qu'on se dit, s'il n'y avait plus du tout d'embargo, est-ce que la situation serait exactement celle-ci? C'est quand même un pays qui souffre d'un reste d'embargo des Américains. Ah, lui, il n'a pas d'embargo, hein. Il a un vrai problème de santé, manifestement. L'opération s'est très mal passée. On a effectivement retiré une partie de son côlon, une partie du rectum. L'extension de l'infection et une mauvaise cicatrisation ont contraint les chirurgiens à une autre intervention. On lui a retiré la totalité du gros intestin et on lui a mis donc un anus. Je vois pas comment ça peut être un anus artificiel. Vous alors. voyez l'anus? Imaginez-le en plastique. Mais non, mais il est même pas là. Mais t'en as pas vu aux Il Seychelles, est toi pas à cet endroit. Oh, écoutez, on peut pas parler d'autre chose. Oui. Moi, ça me fait de la peine. Mais pourquoi il est où l'anus artificiel? Ben, c'est une espèce de poche en plastique, c'est dégoûtant. Ah oui, c'est horrible. exactement comme quand lorsqu'on ne peut pas uriner, on vous met effectivement Oui. un petit robinet à un autre. Alors une le autre petit partie. robinet, ou bien on vous le met à la sortie du méa, mais là on lui met pas à la sortie du trou de balle parce qu'il en a plus. On sent que c'est vécu, ça, Charles. Donc c'est une poche qui est par terre quasiment. Ouais, Quoi. Mais oui, Ailleurs, oui. Ah ouais. je sais pas là. D'où il a le Cuba, quoi. Ah c'est ça. Ce qui est amusant, c'est que dans un pays où la démocratie n'est quand même pas merveilleuse et où la liberté de la presse n'existe pas, on nous donne autant de précisions. Ces précisions ont été données avec l'accord, évidemment, de l'intéressé. C'est ça qui est C'est un journal espagnol qui a sorti ces infos, c'est El País. Et vous croyez, oui, d'accord, vous croyez que c'est des infos volées, alors? à ce moment-là. J'en sais rien. Info volée peut-être aussi à propos de Naomi Campbell, qui a été, vous savez, désignée coupable par un tribunal new-yorkais à 5 jours de travaux d'intérêt général pour avoir jeté un téléphone sur une employée de maison. La blessure avait nécessité 4 points de suture. C'est une affaire dont on avait déjà parlé ici, mais sauf que là, la nouveauté, c'est qu'elle est effectivement condamnée à 5 jours de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut demander? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on va lui faire faire. Moi, je Bah, sais. elle doit torcher Castro pendant 5 jours. Moi je sais moi. Moi j'ai tourné un film avec Sami Nasseri. Ça serait chouette. Non Mais c'est quoi en général? C'est de travailler dans les jardins publics, c'est ça, dans les jardins Oui, on publics? C'est ce qu'elle a fait Boy George. Tu sais, on leur fait nettoyer la rue, on leur fait faire des trucs comme ça. Mais moi, je trouve qu'on devrait les condamner à travailler avec des gens comme eux. Ça serait marrant. Puis nous, ça nous ferait des brèves après pour l'émission. Enfin, franchement, envoyer son... Ça, c'est ce que le docteur qu'on a eu tout à l'heure au téléphone ne peut pas faire, évidemment. Mais vous savez, moi, je vous dis. Quoique, vu que ça sert à Ça rien, marche son pas. téléphone, il pourrait tout à fait l'envoyer dans la gueule d'un Mais patient. écoutez, je vais vous dire, moi je suis vachement étonnée des violences dans le boulot. Moi j'avais un assistant dont je tairais le nom et quelquefois quand je m'énervais, mais ça m'arrive pas tellement souvent, il faisait comme ça un peu et je lui disais mais enfin écoute c'est bizarre quand même, pourquoi tu réagis comme ça? C'est comme les enfants qu'on frappe. Et avant il travaillait pour une autre actrice très célèbre Que tu ne nommeras pas, donc Que tu je nommes ne- personne. Ah, si jamais la revanche, on a besoin des gens. On veut au moins un nom. que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez tous évidemment. Bah, juste le nom de famille, alors. Et qui le frappait? Et qui le frappait. Ah oui. Et je lui dis, mais enfin, pourquoi tu réagis comme ça? Il me dit, il me dit, ah, ça me fait du bien de travailler avec toi, j'aime bien travailler avec toi, parce que avant, elle me frappait. Je lui dis, comment ça? Elle te frappait? Elle me dit, elle me donnait des gifles, mais je lui dis, des grands gifles. Il me dit, ah oui, des gifles, elle me retournait la tête. Et je lui dis, et tu restais? C'était l'attaché de presse de Myriam Delamarre, la championne de boxe. Incroyable! Tu dis qu'on la connaît tous, cette grande actrice. Elle est déjà venue, par exemple, dans une émission de Laurent à la télévision? Oh, sûrement, oui. Oui. Oui, oui. Cette année? Une actrice assez âgée. Non, mais je sais pas, je vais pas vous dire, évidemment, Pourquoi je vais pas vous dire. On Je peut vais pas dire qui c'est, mais enfin, en tout cas, l'addition était... mais cela dit, des histoires comme ça, même dans notre métier, mais moi j'en ai Même des avec dizaines, Pépette, hein. il paraît qu'elle faisait Mais j'en ça. ai des dizaines, hein. C'est là, c'est Un jour, ta je fille trouve que ramenait c'est un vraiment noir, trop c'était- noir ce que vous racontez. Mais noir ce que vous racontez. Vous pensez à qui? C'était Moi, je vraiment pensais- une empoisonneuse, donc. Charlotte, parlez-moi plutôt des modes d'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tas de cadeaux, évidemment, offerts à Noël. Et certains ont été revendus, on le sait, sur Internet. Ça a fait l'objet de plein de papiers dans la presse. Mais il y a des gens qui continuent à garder leurs cadeaux jusqu'à ce qu'ils réussissent à trouver, effectivement, comment l'utiliser. Parce qu'il y a des modes d'emploi pour certains cadeaux qui sont impossibles, il faut dire. Et là, vous en avez fait l'expérience, Charlotte. Voilà. Alors moi, en fait, on m'avait offert il y a pas longtemps un jeu qui s'appelle Shut the Box. Je sais pas si vous le connaissez, ce jeu-là. Non. Non. Ben, ça ne m'étonne pas parce qu'on peut pas y jouer. Et alors, le mode d'emploi de ce jeu qui s'appelle Shut the Box. Moi, je pense en fait que les modes d'emploi, ils sont avant d'arriver en langue française. On demande à mon avis à un Coréen de le traduire en espagnol, à un Espagnol de le traduire en finlandais et à un Finlandais de le traduire en français. Donc, le mode d'emploi, les règles
règles de ce jeu Shut the Box, les voici. Suivez bien parce qu'après, on va y jouer. Alors, c'est un jeu que se jouent 3 joueurs et plus. 24, 77, mais pas 101. Non. Distib toutes les pions noirs. Comment? Et Distib, c'est vraiment écrit Distib. Distib toutes les pions noirs et pas devant tout en ligne. Les rouges en biais. Pas tous. Retail la ligne, no. La règle du premier donne le ton. Drôle. Les autres suivent mais pas ensemble. Le 5 joue, pas le 6. Attends, mais c'est les règles de pyramide, là. Attends, écoute, c'est pas fini. Le 8 donne en retournant et passe. Eh oui. Celui qui perd, stopped et flure. À mon avis, c'est la version flamande. ça. C'est la version belge. Stop, extraordinaire. et flure. Et flure. Chacun passe son tour jusqu'à la fois dernière. C'est extraordinaire. Alors la chute, j'adore. Chacun passe son tour jusqu'à la fois dernière, et ainsi donc, et gagne. C'est magnifique. J'en pleure. C'est un monument de la littérature. C'est un monument. Alors moi j'ai un autre copain qui s'appelle Marc. Bonjour Marc. Et quand on est un petit peu en état d'ébriété, on décide de jouer à Shut the Box. Et là, quand on est bien bourré, on en comprend les règles. On va applaudir Charlotte de Turquie. Charlotte. Laurent, j'ai quelque chose d'autre pour vous, Laurent, qui est donc, ça c'est pour vous aider dans les cadeaux de Noël. Comme vous ne parlez pas très bien l'anglais, ça vaut pas de la peine que je vous dise ça. Non. J'ai trouvé quelque chose qui ne va pas vous aider. C'est quoi? Je vous le verrai tout à l'heure. Ah, donc c'est un suspense, c'est un C'est un teasing. suspense, c'est un thriller. Alors c'est vrai que c'était très rigolo votre jeu. Shut the Box, ça se vend vraiment? En tout cas, on est 2 à la voix. Je ne pense pas que ce jeu ait remporté un vif succès parce que ceux qui arrivent à y jouer, à mon avis, ils sont tous enfermés. Alors il y a des problèmes de traduction parfois en politique aussi, et là vous allez nous en parler Charlotte, c'est à propos d'un discours de Bill Clinton. Voilà. Alors il y a aussi donc dans les choses un peu inutilisables visiblement, ce qu'on appelle des traducteurs automatiques. Alors, des logiciels qu'on trouve sur le net en fait. Voilà, qui s'appellent Reverse Pro ou Sistran. Alors c'est pas du tout pour vous ça, parce que il y a quelques phrases de Bill Clinton qui ont été traduites. Alors si vous les comprenez, vous me le dites. Voilà comment c'était traduit par Reverse Pro. Tandis que je ferais, pour voyer le jury décidant de la mise en accusation de toute autre information, je peux, à cause des considérations d'intimité affectant mon famille, moi-même et d'autres, et afin de préserver la dignité du bureau que je tiens, c'est tout, je dirai des spécifiques de ces questions particulières. Ça c'est les logiciels de traduction sur Internet. Voilà, ça c'est donc le Ah oui, discours ça de marche Bill bien. Clinton. Non mais il faut Voilà. après évidemment les retravailler, j'imagine. Internet Oui, ne fait pas tout. Voilà, Internet ne fait pas tout. Et puis sinon, il y a eu un petit communiqué de la NASA traduit par un autre logiciel qui s'appelle Reverse Pro. Alors ça dit, le 5 mars, le prospecteur 98 a capturé l'imagination publique en annonçant la découverte d'un signal définitif pour le sorbet à tous les 2 poteaux lunaires. C'est Alors, quoi le sorbet? c'est extraordinaire. Comment tu peux dire le sorbet Ça veut lunaire? dire quoi en vrai? Eh ben, vous savez ce que c'est que le sorbet lunaire? Ça voulait dire, le 5 mars 1998, Prospector a fait sensation en révélant que des éléments signalant de manière certaine la présence de glace Eh oui. sur les 2 pôles de la Lune avaient été découverts. Alors, est-ce que ça marche, vous, Bonaldi, qui utilisez Internet? Alors, est-ce que ça marche mieux que ce que dit Charlotte? Bah, en général, quand on va sur Google, les gens qui savent un peu choisissent les pages francophones plutôt que les pages traduites. Parce que c'est vrai que Sistran dont tu parles, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Ça fonctionne pas, donc. Ah oui. Il y en a, enfin, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y avait un sujet sur TF1 hier soir à propos du Parlement européen à Strasbourg. 1 milliard d'euros chaque année. Il y a plus de traducteurs, parce qu'il y a 25 langues officielles, y compris maintenant le roumain et le gaélique. Il y a 25 langues dingues. Et donc il y a 1000 traducteurs qui ont un boulot dingue et qui traduisent du bulgare en flamand, du flamand en moldovaldac, du moldovaldac en anglais en passant par l'allemand et le français. Parce qu'il faut traduire dans toutes les langues tout ce que dit tout le monde. Donc il faut trouver un type qui entend le gaélique et qui le traduit en roumain. C'est pas évident. Vous connaissez-vous beaucoup de gens qui sont traducteurs gaélico-roumains? Oui, et puis ils font des modes d'emploi après pour des jeux qui s'appellent Shut the Box. Un peu de politique maintenant, si vous voulez bien. Alors d'abord, la polémique autour de Ségolène Royal et François Hollande et le fameux impôt sur la fortune, soi-disant qu'il n'aurait pas payé. Ça a été une rumeur. C'est assez intéressant d'ailleurs, ce qu'on peut lire là-dessus dans les journaux aujourd'hui. C'est le Canard enchaîné qui a sorti l'affaire, parce que vous savez que en fait François Hollande a décidé de porter plainte contre Monsieur Godefroy, député UMP, qui a lancé la rumeur.
par Internet, il faut le dire, lors d'une réunion de militants UMP qui disait que Ségolène Royal et François Hollande avaient effectivement créé une société civile immobilière pour échapper à l'impôt sur la fortune. C'est ainsi que c'était formulé. Et je peux même témoigner que tout ça est vrai et que François Hollande a décidé de porter plainte parce que Stevie, pour tout vous dire, finalement c'est bien qu'on ait quelqu'un qui soit militant UMP. Stevie a été le premier à m'envoyer, par exemple, sur Internet vendredi dernier, ce truc en disant faites passer. Et ça prouve que vraiment c'est une décision prise au sein de l'UMP de nuire à Ségolène Royal et François Hollande en racontant qu'ils payaient pas l'impôt sur la fortune. Or, effectivement, Ségolène Royal a démenti aujourd'hui en disant qu'elle payait bien l'impôt sur la fortune. Et on sait effectivement que cette société civile immobilière est tout à fait légale. Oui. Et que c'est du fait qu'ils ne sont pas mariés, que pour avoir une propriété commune, ils sont obligés d'être en société civile immobilière. Il a raison, Gérard. C'est d'une banalité absolue. C'est normal, logique, évident. Tout le monde le fait. Et il n'y a aucune magouille derrière. C'est même pas pour payer moins d'impôts. C'est que votre conseiller fiscal, l'État, la France, vous le demande de le faire. C'est tellement simple. Quand on veut donner une part à ses enfants, quand on est plusieurs à acheter une maison, quand on est monsieur et madame, ou bien les grands-parents, ou bien les enfants qui parce que d'ailleurs, il y a aussi les parents de François Hollande qui sont associés. Sauf que dans le mail qu'on nous envoyait, n'apparaissait évidemment que François Hollande et Ségolène Royal et pas les autres parts, puisqu'il fallait qu'ils se mettent à plusieurs pour pouvoir acheter la fameuse propriété et qu'il y avait les parents aussi de François Hollande. Ce qui est incroyable, c'est que dans le mail que j'ai reçu aussi, évidemment, on voit en énorme la somme qui est de 800 000 ou 900 000 euros, ce qui semble gigantesque. Enfin, c'est des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont 4 enfants, et donc effectivement, lorsque vous avez déjà une résidence principale, voire une résidence secondaire, vous arrivez à ces sommes qui sont très importantes, mais pas insensées après 50 ans, par exemple. C'est fou. Et elle a dit d'ailleurs ce qu'elle paye comme impôt, si je ne me trompe, sur la fortune, c'est-à-dire 800 euros. Oui. Bon, on est là. Elle a surtout dit la SCI, c'était une idée de François. non, mais on a essayé de faire le même coup avec Jospin. Vous vous rappelez qu'ils ont essayé de faire le même coup avec la maison de Jospin à l'île de Ré, qui avait été acheté, je sais pas, 150 000 euros, quelque chose comme ça. Ils avaient essayé de faire croire aussi maintenant il vaut moins que c'est quelque chose d'insensé. Enfin, c'est pas croyable. L'exemple de l'île de Ré est excellent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont propriétaires à l'île de Ré et qui payent l'ISF alors qu'ils n'ont rien, qui reçoivent une pension de 1 000 euros par mois. Mais elle y est pour rien, Ségolène. SCI, elle croyait que c'était une chaîne de télé. Et puis attention, il faut quand même voir aussi les répercussions que tout ça aura dans les sondages, parce que mine de rien, c'est une rumeur qui a été lancée sur Internet, peu reprise par la presse, à juste raison d'ailleurs. À part effectivement, je crois, la Dépêche du Midi ou le Midi Libre. C'est toujours cette idée. Contre qui François Hollande porte plainte. Ça prouve quand même qu'il y a des basses manœuvres en cours dans la campagne électorale. Surtout, ça prouve cette idée absolument incroyable que c'est parce qu'on est de gauche, alors du coup, on devrait être complètement pauvre. Stevie, dont vous parliez, avant une de vos émissions, je me suis engueulé avec lui, où il m'expliquait que si j'étais vraiment un bon communiste, il fallait que je donne tout mon argent au Parti communiste. Stupide. Il a toujours cette idée aussi ridicule que ça. T'imagines qu'il faut être pauvre pour être de gauche? C'est invraisemblable. Heureusement qu'on peut être riche et de gauche. C'est au contraire être riche et rester de gauche qui est un exploit. Parce que non, mais moi je paye des impôts et je suis ravi de payer des impôts. Un petit tour du côté de l'UMP, alors avec ces révélations du Canard enchaîné assez amusantes, je dois dire, concernant le nombre de militants exacts qu'il y avait dimanche dernier pour le fameux sacre de Nicolas Sarkozy, puisque le parti promettait la présence au départ d'au moins 50 000 personnes. Ça, c'était le 11 janvier. Les responsables annonçaient même avoir dû rajouter des chaises en catastrophe. Et d'après l'enquête du Canard enchaîné, document à la pluie, il y avait uniquement 20 949 chaises hors zone presse, plus 300 pour la presse. On va dire que ça monte à 21 000 et quelques personnes debout. Donc, d'après le calcul du Canard enchaîné, l'assistance ne dépassait guère les 25 000 personnes, au point même que quelqu'un qui a l'habitude des différents halls de la porte de Versailles, dit ils ont été assez doués pour cacher effectivement et réduire le hall 1 de la porte de Versailles pour faire croire que c'était absolument complet et bondé, alors qu'il y avait en gros, on va dire 25 000 ou tout au plus 30 000 personnes, mais vraiment tout au plus. Mais le Canard estime plutôt 25 000, un total guère supérieur à 25 000 personnes présentes. Sauf que ça s'est transformé très vite, parce qu'à 10h10, Françoise de Panafieux, c'est amusant, c'est de voir le déroulé de la journée. À 10h10, Françoise de Panafieux chauffait les premiers arrivants en lançant « Vous êtes plus de 30 000 !» Une heure et demie plus tard, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, de retour de la messe avec Jacques Barrot, monte à la tribune et dit « On me signale que nous sommes 78 000 !» À midi et demi, François Fillon en rajoute une louche au micro « Vous êtes 80 000 !» Après 13h, c'est Alain Juppé qui lance « Vous êtes 110 000 !» Le soir même, Nicolas Sarkozy, et là c'est encore plus drôle, sur
sur le plateau du 20h de TF1 devant Claire Chazal, dit « Il y a eu des centaines de milliers... » Là, il se reprend, il fait des dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000. Et c'est vrai que, en règle générale, le lendemain, la presse a annoncé environ plus de 60 000 personnes. D'après le Canard enchaîné, il n'était donc que 25 000 militants au sacre de Nicolas Sarkozy dimanche dernier. Si on manipule autant les chiffres, c'est assez inquiétant quand même. Mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils étaient très nombreux, et c'est vrai aussi que c'est pas une manif. Dans une manif, c'est très compliqué de compter les gens, sauf lorsqu'on fait, comme je me souviens, avaient fait les organisateurs d'une manif pour l'école privée. Ils avaient fait passer tous les manifestants par des grilles, enfin par des portiques pour les comptabiliser. Mais là, ce qui n'est quand même pas normal, c'est dans une salle où effectivement les journalistes peuvent se balader, peuvent parfaitement se rendre compte du nombre, il y ait des chiffres de 60 000 qui soient donnés alors qu'il y en a 25 000. Ça donne un dessin de Cabu dans le Canard enchaîné assez rigolo, où on voit Nicolas Sarkozy qui dit 100 000 ils étaient selon ma police, 100 000 selon mes organisateurs. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner, vous le savez maintenant sur Europe 1, c'est 2 heures. Nous sommes là depuis 16 heures jusqu'à 18h. C'est donc la deuxième heure avec Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Avant le flash de 17h, nous évoquions le papier du Canard enchaîné sur le nombre exact de militants UMP qui étaient présents dimanche dernier, porte de Versailles. Certains même, il faut le dire, c'est assez rigolo aussi dans ce papier, étaient non pas payés, mais il faut voir les conditions dans lesquelles on les a fait venir. C'est-à-dire que les Corses pouvaient avoir, pour une somme modique, le transport à Paris et une nuit d'hôtel. Je vous mets au défi de trouver une agence de voyage qui fait aussi bien. Moi, à la place, il faisait beau en plus dans Paris, j'aurais profité du voyage, de l'autocar et de la nuit d'hôtel, puis j'aurais fait autre chose. Alors, vous savez que nous, on a souvent ce problème-là aussi dans les salles de théâtre, où on sait jamais combien vraiment il y a de gens, parce que tout le monde baratine en disant ah non mais moi chez moi ma pièce à moi c'est archi bourré. Et moi j'ai eu ce problème-là un jour sur scène parce que nous jouions une pièce dont je tairai aussi donc le nom, le directeur de théâtre et tout, et on était payé à la recette. Donc évidemment le nombre de gens dans la salle était absolument capital. Évidemment. Et évidemment il y avait toujours une différence entre le nombre annoncé par le directeur de théâtre et celui que nous semblions voir dans la salle. Et en fait, il y a un des comédiens qui a résolu le problème très simplement pour savoir exactement combien il y avait de gens dans la salle tous les soirs. Payant, évidemment. Enfin, en tout cas, même le nombre de gens, parce que nous, on pensait qu'il y en avait par exemple 200, et d'après le directeur, même dans la salle, il n'y en avait que 100. Donc en fait, tous les soirs, avant de démarrer le spectacle, il prenait une photo des spectateurs et il comptait. C'est pas bête. C'est pas bête. Il suffit de faire ça. Pourtant, le directeur du Café de la Gare était assez honnête, je trouve. Moi, Ah, c'est pas moi qui ai dit le Café de la Gare. Alors, puisqu'on est dans la politique, on y était en tout cas avec Nicolas Sarkozy. Il y a autre chose d'amusant dans le Canard enchaîné aujourd'hui à propos du congrès UMP de mercredi dernier. Finalement, petit à petit, évidemment, les langues vont se délier. Ça a été un sacre et il faut le dire, un triomphe et un très beau discours de Nicolas Sarkozy dimanche. Là-dessus, tout le monde était assez d'accord. Mais petit à petit, évidemment, on a les coulisses dans la presse. C'est normal. 2 ou 3 jours après, les choses, évidemment, changent. Et on nous raconte comment ça s'est passé et surtout organiser l'arrivée et la venue du ministre Dominique de Villepin. Sarko aurait dit ce mec est un dingue à propos du Premier ministre parce que Dominique de Villepin souhaitait traverser la foule parmi les militants porte de Versailles pour atteindre la tribune. Fureur évidemment de Nicolas Sarkozy qui dit Villepin veut traverser la salle de fond en comble uniquement pour se faire siffler et gâcher mon congrès d'investiture. Il pourra toujours s'accrocher, je ne le laisserai pas faire. Et il ajoute je suis à 2 doigts de lui demander carrément de ne pas venir. Finalement, une négociation a lieu entre le Premier ministre et le président de l'UMP. Porte de Versailles, c'est par une porte dérobée du hall 1 que Dominique de Villepin sera finalement autorisé à traverser une petite partie de la salle sans la moindre annonce de son arrivée. Comme ça, au moins, les militants pouvaient pas se chauffer précédemment. Et il y a une rencontre avec Sarko et l'équipe en coulisses. On a vu tous ça à la télévision. À la fin du tête-à-tête, Villepin, un peu provocateur, annonce qu'il va s'en aller. Il dit on va y aller et pour repartir, on va passer par la salle, dit le Premier ministre. Sarko devient blême et dit Dominique, vous faites ce que vous voulez, mais ce sera à vos risques et périls. Je ne serai pas responsable de ce qui vous arrivera et je le dirai, dit Nicolas Sarkozy. Du coup, le Premier ministre est ressorti en rasant les murs, mais content de lui, il allait quand même apparaître dans les journaux télévisés. Et commentaire de Villepin, toujours d'après le Canard enchaîné, on peut pas être sûr que tout ça a été dit au mot près, évidemment. Faut se méfier aussi évidemment de ce que raconte le Canard enchaîné, mais c'est toujours
évidemment, on va dire à 80% proche de la réalité. Commentaire de Villepin à la fin de tout ça, devant quelques parlementaires amis du Premier ministre, il en reste quelques-uns. Je suis venu pour faire chier cet hystérique de Sarko qui ne voulait pas que je vienne et j'ai réussi mon coup, aurait dit Villepin. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir viré du gouvernement pendant la crise des banlieues. Il avait fait une faute grave avec la mort des 2 gamins. J'aurais dû le dire et mettre fin à ses fonctions. Aujourd'hui, on serait tranquille. Vous vous rendez compte un peu quand même? Moi, ça sonne absolument authentique. Enfin, quand je vois, moi je ne connais moins bien les gens de l'UMP, évidemment, que les socialistes, mais quand j'entends parfois les socialistes parler entre eux et parfois se dire des choses tellement horribles que j'imagine bien que ça doit être exactement c'est pareil à la même gauche, chose. vous voulez dire, évidemment. Pareil. Alors, il y a aussi cette petite anecdote dans le Canard enchaîné à propos de Ségolène Royal et Dominique de Villepin. Un journaliste a interrogé la candidate socialiste lors d'un déjeuner avec la presse régionale. C'était le 10 janvier dernier. Et là, le journaliste demande à Ségolène Royal, vous qui étiez avec Dominique de Villepin à l'ENA, moi j'ignorais, je savais pas qu'ils étaient ensemble à l'ENA, vous qui étiez avec Villepin à l'ENA, est-ce qu'il vous a dragué, a demandé le journaliste à Ségolène Royal. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a pouffé de rire, elle a dit, oh non, je ne pense pas que j'étais assez chic pour lui. Et vous savez qu'ils ont exactement le même âge, Villepin et Ségolène, donc c'est tout à fait effectivement logique qu'ils aient fait des études en même temps. Un mot sur le cinéma, tout à l'heure on parlait de la sortie de Jacou le Croquant, il y a un autre film dont on parle beaucoup cette semaine, c'est Rocky 6, et ça nous vaut un petit top 5 de notre ami Mustapha El Atrassi, accompagné par Jérémy Michalak à la baguette. Sortie de Rocky 6 avec évidemment Sylvester Stallone en visite à Paris pour la promo de ce 6e Rocky. Voici un top 5. Voici le top 5 des bonnes raisons d'aller voir Rocky 6. On commence avec la numéro 5. Rocky 1. Alors, numéro 4. Rocky 2. Numéro 3. Rocky 3. Numéro 2. Rocky 4. Et enfin, numéro 1, la meilleure raison. Rocky 5. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Monaldi. Avant Chimène Badi et la pub, on parlait donc de la sortie de Rocky 6, le film aujourd'hui qui effectivement fait la une de toutes les pages cinéma dans la presse, c'est Jacou le Croquant avec Gaspard Ulliel. Et en tout début d'émission, nous vous racontions qu'effectivement, le premier Jacou le Croquant, c'était un garçon qui s'appelle toujours évidemment Éric Damin. On va lui demander quel âge il avait à l'époque parce qu'on a au téléphone le premier Jacou le Croquant. Éric Damin, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Très bien. Quel âge vous aviez au moment donc du feuilleton de l'ORTF? C'était encore l'ORTF à l'époque, c'était quoi, à la fin des années 60, début 70? C'était en février 67, le début du tournage, et j'avais 10 ans et demi, et les auditions s'étaient passées à l'ORTF pendant 66, voilà. Et vous alors, est-ce que vous allez continuer longtemps la carrière de comédien après Jacou le Croquant? Écoutez, c'était le premier film que j'ai fait, qui a eu pas mal de succès, et j'ai continué effectivement en tournant des séries pour la télé, comme L'Homme qui rit, Le Petit Prince, que j'avais fait, c'était un téléfilm, et puis j'ai tourné avec Gabin dans un film d'Audiard qui s'appelait Le Drapeau Noir flotte sur la marmite. J'ai tourné 4 longs métrages, dont un avec Marina Vladi, Le Temps de vivre, qui est une chanson de Moustaki, un film de Japrisot qui s'appelait L'été meurtrier avec Anne Parillo, et puis j'avais tourné aussi un autre long métrage avec Stéphane Audran et Maurice Ronet qui s'appelait Le Cri du cœur. Voilà. Donc quand même une bonne petite carrière derrière ça, parce que on dit souvent, alors les enfants vedettes au cinéma assez tôt, ça va les perturber pour le reste de leur vie, ça n'a pas l'air d'être votre cas. Si, tout à fait, je suis très perturbé. Aujourd'hui vous êtes producteur, hein? Ouais, je suis producteur de spectacle, ouais. Et alors vous avez vu le nouveau Jacou le Croquant? Je l'ai vu, ouais. J'ai été invité par TF1 qui ressort la DVD d'ailleurs. Alors comment vous le trouvez, Gaspard Ulliel, votre successeur? Moi j'adore Gaspard Ulliel de toute façon, je l'ai vu dans d'autres films. D'abord moi j'étais le petit, donc il faut rappeler qu'il y avait un grand Jacou dans la série qui s'appelait Daniel Leroy, enfin qui s'appelle toujours Daniel Leroy, je sais pas ce qu'il est devenu. Donc moi Gaspard Ulliel, je sais que j'aime beaucoup cet acteur. Alors évidemment c'est pas le même film, nous on avait une réalisation très lente, très plombée, enfin c'était très pesant. Là c'est beaucoup plus un spectacle, la mise en scène, la réalisation est très rapide, c'est filmé sublimement, les acteurs sont tous très beaux. Alors c'est un autre film, c'est un film d'aventure, c'est un film familial je pense, à aller voir comme ça avec les enfants. Bah écoutez, en tout cas, vous remercie pour votre témoignage. Vous avez été le premier Jacou le Croquant, vraiment le premier, puisque dans l'épisode, en fait, effectivement, vous avez raison de le rappeler, il y avait un Jacou le Croquant jeune et puis ensuite un plus vieux, mais vous, comme vous jouiez le gamin, vous avez été le premier Jacou le Croquant. Ah, voilà. On vous en parle encore, évidemment, nous, aujourd'hui, mais sauf depuis la sortie de ce film, j'imagine que tout le monde avait un peu oublié ça ou pas? Non, c'est-à-dire que quand je le rappelle, il y a des tas de gens qui se rappellent de cette série, mais il faut bien dire aussi qu'il y a une génération maintenant de jeunes gens, 20 ans, 30 ans, qui
qui ne savent pas ce que c'est Jacques Croquant. Gaspard Ulliel lui-même le raconte d'ailleurs dans le Parisien aujourd'hui. Il dit, moi, ça ne n'évoquait strictement rien pour moi. C'était plus significatif pour mes parents. Exactement. Et lui ne connaissait absolument pas le feuilleton. Gaspard Ulliel, qui effectivement est un excellent comédien, qu'on verra aussi bientôt dans Hannibal Lecter, Les origines du mal. C'est-à-dire que il joue, là c'est un peu comme vous finalement dans Jacques Croquant, il joue Anthony Hopkins jeune, c'est le fameux silence des agneaux, Hannibal Lecter, le fameux cannibale. Et j'ai vu des photos dans le magazine Première, il a l'air étonnant. Non, mais il a un visage incroyable qui peut jouer tous les rôles, j'en suis sûr. Gaspard Ulliel, successeur d'Éric Damin dans Jacques Croquant, on vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous, bonne Et on journée. retrouve en DVD maintenant. Merci, au revoir. Le feuilleton, Jacques Croquant, on trouvera le film en DVD aussi. Je crois que ça dure 2h30, en revanche. Le premier montage était estimé à 4 heures, je crois. Ah, on a Derek aussi au téléphone. Bonjour Jean-François Derek. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, vous enquêtez sur le Paris Saint-Germain parce qu'on sait effectivement que ce soir il y a un match important contre Toulouse, un match de rattrapage. C'est le fameux match qui avait été annulé suite au problème entre évidemment un policier, un supporter de Tel Aviv et les supporters du PSG. Annulation du match suite à ces échauffourées, on le sait, à cette rixe qui avait eu lieu à la sortie du Parc des Princes. Donc le match PSG-Toulouse qui avait été annulé dans la foulée se joue ce soir avec en plus un nouvel entraîneur, Paul Le Guen. Alors Derek, comment ça se passe au PSG? Écoutez, alors effectivement, j'ai enquêté, j'ai réussi à m'introduire là où personne ne peut aller, j'ai filmé en caméra cachée, j'ai réussi à faire parler des gens qui ne parlent jamais, et je suis en mesure de vous livrer le résultat de mes investigations. Alors Eh ben c'est la merde. Ça, on savait que ça allait pas bien au PSG, c'est pas nouveau, mais c'est pas la peine d'aller enquêter pour nous dire ça. Ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi ça va si mal. Eh ben ça va mal parce qu'ils marquent pas assez de buts et qu'ils en encaissent trop. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire au football. Et ça, je crois qu'on l'a mal expliqué aux joueurs. Oui, ça c'est vrai, tous ceux qui ont joué le savent, ça. Mais je pense pas que ce soit nécessaire d'expliquer les règles du football aux footballeurs du Paris Saint-Germain. Ah, écoutez, vous savez, c'est pas si simple le football. Hein. Quand on voit qu'on peut être hors jeu en jouant pas, eh ben ça peut troubler. Hein. Alors l'ambiance doit pas être fameuse en ce moment avant le match. Écoutez, alors je suis justement actuellement au camp des loges et je peux vous dire que non, l'ambiance est plutôt décontractée. Là, je vois devant moi des joueurs en survêt qui s'entraînent. C'est normal de s'entraîner avant un match. Hein. Oui, non, mais là c'est à la Game Boy. J'en vois même là qui lisent la presse. Qu'est-ce qu'ils lisent, l'équipe, France Football? Non, les Échos, France Finance, Boursorama. Oui, vous savez, comme me disait un joueur, les 200 000 euros mensuels, il faut bien les faire travailler puisque nous on travaille pas. Si les joueurs pensent qu'à l'argent, c'est peut-être ça le problème. Et voilà pourquoi les résultats sont pas bons. Non, ils ne pensent pas qu'à l'argent, mais vous savez, quand l'avenir n'est pas gai, il faut bien penser à des choses gaies. Écoutez, le PSG n'a que 19 points, alors que le CAC 40 en a 5650. On est con, c'est pas photo, hein. Alors, dans ces conditions, la tâche du nouvel entraîneur Paul Le Guen s'annonce difficile. Quelle va être sa priorité? Hormis le fait, on l'a annoncé en début d'émission, lors des petites questions qu'on pose, d'interdire aux joueurs de se lever de table pendant le repas. Qu'est-ce qui va changer pour lui? Quelle va être sa priorité à Paul Le Guen? Écoutez, sa priorité, c'est le maintien en Ligue 2, hein. Non, vous voulez dire en Ligue 1. Ah non, ça c'est déjà râpé. Non, je parle du maintien en Ligue 2 pour la saison d'après. Ah oui, vous vous rendez compte, ça ferait quand même mauvais effet que le PSG se retrouve chez les amateurs avec Livre et Gargan. Hein. Est-ce que vous avez quand même une explication sur l'échec de l'entraîneur précédent, Guy Lacombe? C'est évident, vous avez vu son look? On dirait le chanteur du groupe ABBA dans les années 70. Oui, écoutez, Paris c'est quand même la capitale de la mode. Moi personnellement, je serais joueur au PSG, j'aurais quand même un peu la honte d'avoir un entraîneur avec un look à représenter la Lituanie à l'Eurovision. C'est un peu simple comme analyse, parce que Paul Le Guen n'est pas forcément mieux looké que Guy Lacombe. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, Guy Lacombe, peut-être vous avez parlé avec l'ancien entraîneur? Oui, écoutez, il est très serein. Hein. Il a été remercié quand même. Oui, non, mais je veux dire, il est très serein au sujet de ses indemnités de départ. Ah oui. Et on le comprend, vous avez vu le prix des loyers. Vous ne parlez que d'argent, vous, quand on vous fait faire une enquête sur le football. Ah non, on a aussi parlé football. Non, bien sûr. Alors, il trouvait par exemple qu'il s'était fait un peu avoir au sujet de ses primes de match et de son pourcentage sur les ventes de t-shirts PSG. Bon, si tout le monde parle d'argent au PSG, faut pas chercher plus loin les raisons de la crise. Il y a quand même des projets pour ce club. Alors, des projets pour le club, je ne sais pas. Par contre, des projets pour Guy Lacombe, alors, je lui en ai parlé. Il m'a dit que, il savait pas, mais moi, j'ai une petite idée pour lui. Ah oui? Eh oui, il devrait aller à Lyon. Ça relancerait le championnat. Belle enquête de Jean-François Lérec. Merci Jean-François. Merci à vous.
papier, à vos stylos, c'est l'heure du quiz de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Chaque semaine, vous nous proposez un petit jeu. Il faut bien connaître la musique, la chanson, les chanteurs. Et aujourd'hui, le point commun entre les 10 chansons que vous avez sélectionnées, c'est quoi? C'est le mot mémoire, la notion de mémoire, le souvenir, les verbes se rappeler, oublier. Vous savez que la mémoire, c'est important chez les artistes-interprètes. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de chansons qui lui sont consacrées. Il y a 10 chanteurs à retrouver, 10 chanteurs donc. C'est un exercice de mémoire. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. T'en souviens ou pas? Le zen est passé, je me souviens des Yankees Coke. Le zen éclaté, à 10 ans j'avais, je suis ce qu'ils appellent un vandale. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. On s'en souvient, certains matins, à l'heure de la première chanson. Je me souviens de tout, je me souviens de toi, je me souviens de nous sur des plages orphelines. À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant j'ai encore faim. J'ai oublié mon stylo, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec. Ah, c'est bien réalisé, bravo Serge Liado. Mais là, attention, hein. Je trouve que c'est assez difficile. Ça commence assez facilement. Oui. Les premiers, on va dire, ils sont facilement identifiables. On va voir autour de la table, mais ça se corse au fur et à mesure du quiz. Exactement. Gérard, vous en avez combien? J'ai trouvé évidemment Jeanne Moreau, j'ai trouvé Lavilliers, j'ai trouvé Grand Corps Malade. Ça en fait 3 et vous les avez bons, Jérémy? Il y a Booba. Booba, ça en fait 4. Il y a Marc Lavoine ou pas? Marc Lavoine, exact, Ouais. ça en fait 5. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, on l'a dit déjà. Oui, Lara bravo, Fabian. Mustapha. Lara Fabian, elle y est. Lara Fabian, Oui. ça fait 6 sur 10. Hein, ensemble, on n'est pas si mauvais, j'ai pas mieux. Hein. Oui, mais évidemment, il manque les 4 plus difficiles. Alors, on va réécouter une fois le quiz. Je vais donner évidemment le nom de ceux qu'on a déjà identifiés à l'instant, et puis vous préciser les 4 qui manquent. C'est parti. J'ai la mémoire qui flanche, Jeanne Moreau, elle vient d'être trouvée. je me souviens plus très bien. Je voudrais tant que tu te souviennes Bernard Lavilliers, des jours heureux où nous étions amis. Faut-il qu'il m'en souvienne? Marc Lavoine, La joie venait toujours après la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié pas facile de retrouver cette la chanteuse. chanson que tu me chantais. Je n'oublie rien de Lara rien, Fabian, je facile. me souviens. Grâce à la jeunesse de Michalak, on a identifié Le Booba. zen est passé, je me souviens des Yankees Coke. Le zen est classé, à 10 ans j'avais, je suis ce qu'ils appellent un vandale. Il revient à ma mémoire des souvenirs Là, c'est assez familiers. compliqué, mais je vais vous dire qu'il est sur scène ce soir. Tiens, Certains matins, à l'heure de c'est le plus dur à identifier, celui-là. chanson. Je me souviens de tout, je me souviens de toi. Il était dimanche, Je me porte de souviens Versailles. nous sur des plages orphelines. À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant j'ai encore faim. J'ai oublié mon stylo. Et ça, c'est J'ai Grand oublié Corps mon micro, Malade, j'ai identifié oublié lui tous les aussi. mots. Voilà J'ai les oublié 10 des tas de chanteurs. Il faut la liste des 10, il en manque 4. Alors attention, hein, europe1.fr. Évidemment, le premier auditeur qui trouvera la bonne réponse, les 10 noms, gagnera. Bah, tiens, on va donner 2 places pour aller voir Jean-Luc Lemoyne au Théâtre du Temple. Je pense que Jean-Luc sera tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous avez à offrir, vous, Mustapha? Bah, pour Marseille peut-être, 2 places pour aller. Il va être voir content mon s'il spectacle habite à Lille. Marseille. Ah, ben moi je veux bien offrir 2 places, tiens, pour mon spectacle. Je joue à Maison Lafitte le 9 février. Ah oui, Maison Lafitte, c'est en région parisienne, Ah, on sait jamais. on sait Mais jamais pourquoi s'il y a pas des pour gens. Marseille, s'il y a un Marseillais qui nous écoute Voilà, et qui veut c'est jouer, tombé. europe1.fr pour les 10 noms. Eh bien, moi, j'offre un repas spectacle dans le cabaret, le dîner spectacle où je me produis ce mois-ci, La Main au Panier, à Paris, 5 rue de Poissy. C'est sympa comme nom, la main au panier, non, Charlotte? Oui, toutes les filles connaissent l'adresse de la main au panier en général. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez à la main au panier? Oui, je fais en fait un extrait de mes rubriques, les chansons flash et les chansons qui se ressemblent, que je présente pendant une demi-heure. Eh bien, la chanson flash du jour concerne le fameux cornet de bif. Et évidemment, ça inquiète beaucoup les consommateurs. En musique, ça les inquiétera peut-être un peu moins. Charal, ton cornet de bif est imbouffable. Le journal parle de fraude et de pots de vin. Charal, j'ignore
table. Charal, mais ce qu'il y a dessus me coupe la faim. Bravo, merci Serge. À demain pour la réponse au quiz. Tiens, moi j'ai un cadeau alors pour ceux qui trouvent. C'est du corned beef justement. Ça devrait vous plaire. On va faire gagner au vainqueur du quiz du corned beef. Oui, mais celui-là, attendez, celui-là est sûr et fiable. Et il devrait plaire à tout le monde. D'abord, il est argentin. Si vous gagnez, Laurent, je sais que vous aimez l'Argentine. Et en plus, c'est un corned beef. J'aime l'Argentine, j'y suis allé une fois tout récemment. Voilà. Et c'est vrai que la viande est la meilleure au monde que j'ai jamais mangée. Alors, vous imaginez ce que ça donne un corned beef. Et en plus, il est halal. C'est le corned beef Exeter. Écoute, on en goûtera une autre fois. Je préférerais qu'on fasse une dégustation d'eau, pour tout vous dire, puisque ce matin, dans le Parisien, et vous l'avez entendu sur Europe aussi, on nous évoque un problème avec l'eau cristalline. Pas un problème grave. On peut tout à fait boire de l'eau cristalline sans aucun souci, évidemment, mais un problème de publicité, puisque la nouvelle campagne publicitaire de cette eau minérale en bouteille dit, c'est le slogan, qui prétend que l'eau du robinet a toujours bon goût, ne doit pas en boire souvent. Et évidemment, ça a mis en colère beaucoup d'associations environnementales, associations écologistes qui sont furieuses de voir qu'on s'attaque à l'eau du robinet, puisque c'est évidemment l'eau du robinet qui est attaquée par l'eau minérale cristalline. Qu'est-ce qu'on pensait de ce slogan, Jérôme Bonali? Slogan d'ailleurs qui avait été refusé au départ par le bureau de vérification de publicité, mais l'eau minérale cristalline a passé outre. Je savais pas d'ailleurs qu'on pouvait passer outre. Oui, parce que c'est consultatif uniquement. Outre, d'ailleurs, c'est le cas pour de l'eau. Mais L'avis du BVP est consultatif. C'est un organisme paritaire fait avec des annonceurs, des afficheurs, des médias et des publicitaires. Et on demande l'avis et ils disent, bah là, faudrait mieux éviter, mais vous avez le droit de le faire. Après, c'est la loi qui s'en occupe. Et le BVP leur a dit, faut pas le faire parce que c'est dénigrant. C'est pas bien de dénigrer l'adversaire. Il y a d'ailleurs une manif qui est prévue demain matin devant le siège social de l'entreprise à Thiais dans le Val-de-Marne. On conseille de se rendre devant le siège social à 10h avec des centaines de bouteilles d'eau minérale pour accuser Cristalline de publicité mensongère. Alors, je rappelle le slogan qui prétend que l'eau du robinet a toujours bon goût, ne doit pas en boire souvent. Je choisis Cristalline. Alors on a pris des gobelets, on a mis dans les gobelets de l'eau cristalline et de l'eau du robinet. Vous avez trois verres devant vous, chacun, c'est marqué 1, 2, 3, c'est complètement à l'aveugle. Il y a une cristalline, une vitelle et de l'eau du robinet. Enfin, comme on est à Paris, c'est de l'eau Château Chirac, enfin Château de la Nouée, Château de la Nouée. Et je vous signale d'ailleurs que je vous l'ai servi dans une cruche spéciale eau de Paris. Il n'y a pas besoin d'apporter une cruche, Charlotte. Oui, c'était juste pour vous dire que... Alors, je vais rigoler un petit peu. Oh, laissez-moi rigoler encore. Mais c'est dénigrant. Ah bah voyez, il y a même une gourde. Alors, d'abord, je voudrais juste dire un truc. C'est très dénigrant que de dire que l'eau du robinet est pas bonne, parce qu'il y a 25 eaux du robinet différentes en France. L'eau de Paris, rive gauche, n'a rien à voir avec l'eau de Paris, rive droite. L'eau d'Orléans n'a rien à voir avec l'eau de Volvic. À Volvic, vous ouvrez le robinet, c'est aussi bon que de la Volvic. Dans le nord de Paris, l'eau est excellente. Vous allez à Orléans, c'est une eau qui a été décarbonatée. Elle a pas on goûte ou on goûte pas? Goûtez. Alors Charlotte, la 1. Alors, elle vous plaît la 1? Pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est l'eau de Paris. Goûtez la 2 maintenant. Eh ben non, c'est pas l'eau de Paris. Non, c'est l'eau d'Évian, ça. La 2. La 2, c'est l'eau de Paris. C'est sûr. C'est la cristalline, la 2. C'est sûr. Non, la 2, c'est l'eau de Paris. Et la 3? C'est la vitelle, moi j'avais dit. La 1, c'est la cristalline. La 2, c'est l'eau de Paris. La 3, c'est l'eau d'Évian. Alors, j'en suis sûr. Bravo. Donc, bravo, vous avez trouvé. Mais sincèrement, votre collègue à côté, il s'est trompé. Il a dit exactement le contraire. Entre la cristalline, parce que il y a plusieurs eau du robinet, ça dépend des nappes phréatiques, mais la même chose qu'il n'y a pas une seule cristalline. Une cristalline, c'est marqué eau de source. On doit marquer de source avec un S. Il y a 17 sources différentes. Alors, le problème de l'eau, c'est que quand l'eau d'Évian, elle est prise à Évian. D'accord? L'eau de cristalline, elle est prise où? Elle est prise dans 15 sources différentes. Ben, elle est prise à cristalline, Jérôme. Non. Les associations écolo, d'ailleurs, rappellent qu'effectivement, l'eau cristalline est captée dans les mêmes nappes phréatiques que l'eau du robinet. Évidemment, ils ne la vendent pas, l'eau, ils n'ont pas de l'eau en poudre. J'ai une question à vous poser, Jérôme. Mes filles, comme tous les enfants qui sont de cette génération très écolo, me disent que c'est pas du tout écolo de boire de l'eau en bouteille. Qu'il faut boire de l'eau du robinet. C'est la bouteille qui n'est pas écolo. Chacun ses goûts. Exactement. C'est pas l'eau qui n'est pas écolo, c'est la bouteille. Voilà. On a le droit d'en acheter, mais c'est vrai que écologiquement, c'est parfaitement stupide et à la limite du scandale. C'est-à-dire qu'on fait quand même des bouteilles en plastique, certes légères, certes ça pollue pas, qu'on va recycler après, mais enfin on les transporte avec des camions qui puent. En tout cas, je voudrais voir la scène, une cruche qui parle à deux petites gourdes. Attendez, je vais rigoler encore. Mais non, mais l'eau du robinet,
à de rares exceptions. Par exemple, en Bretagne, où effectivement les nappes phréatiques sont polluées et où faut boire de l'eau minérale, de l'eau en bouteille, à de rares exceptions, l'eau du robinet est excellente. À Mulhouse, ils ont fait une grande fête. Ils ont offert des bouteilles d'eau de Mulhouse à tout le monde en disant notre eau elle est bonne. La ville, elle avait raison. Sur la grande place, il dit tenez, je vous l'offre. Plutôt que d'acheter 1 euro ou 50 centimes d'euros une grande bouteille, si vous prenez l'eau du robinet, c'est 40 000 francs. Mustapha, Mais il y a un problème qui se pose en fait quand des fois Cristalline, ils font des bouteilles de 5 litres en forme de robinet. Est-ce qu'on peut la boire? Alors Bonaldi, moi je fabrique mon eau personnellement, c'est-à-dire que je prends de l'eau du robinet que je verse, que je filtre. Est-ce que ça c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, tout à fait. C'est même ça la enlève meilleure idée, et le goût est meilleur. Le goût est meilleur. Il y a très souvent effectivement un problème de goût de chlore qui n'est qu'un problème organoleptique, enfin d'odeur. Et l'eau du robinet, il est temps de la réhabiliter et de dire oui. Oui, je suis d'accord. Oui, elle est Jérôme, bonne. elle est bonne l'eau du robinet. Buvons de l'eau du robinet. Arrêtons d'acheter des bouteilles non, très Laurent, lourdes. je ne suis pas une gourde, même si je suis une cruche. allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, qui comme chaque mercredi, nous a amené un magazine rare, mais c'est vrai que les kiosques sont bourrés les kiosquiers n'en peuvent plus. La semaine dernière, c'était Police Magazine, un magazine qui nous racontait tout sur comment les policiers s'habillent. Aujourd'hui, c'est plutôt comment il faut se déshabiller, si j'ai bien compris. Oui, j'ai acheté aujourd'hui Vis à Vis. Alors, c'est pas un manuel de bricolage, puisque Vis s'écrit V-I-C-E-S. Alors, nous sommes dans une émission grand public. Vous comprendrez que certains mots, je les biperai pour ne pas heurter les oreilles. C'est un magazine que j'ai acheté sous cellophane, sous plastique, donc qui se présente comme le magazine de toutes les pratiques sexuelles. C'est pas vrai. C'est quand même 8,90 €. C'est en kiosque, ça. C'est en kiosque. 8,90 €. 8,90 €. Et il faut bien dire que tout est fait dans ce magazine pour vous faire payer d'ailleurs un peu plus cher que ce que vous avez payé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai trouvé avec plaisir un DVD. Je me suis dit génial. Je l'ai mis dans mon ordinateur. Mon ordinateur est un Mac, ça tombait bien. L'ordinateur a réussi à lire le DVD. Et qu'est-ce que j'ai vu lorsque j'ai vu le sommaire? J'ai vu film hard, annonce. J'ai cliqué et là, c'est la première fois que je vois ça. On vous propose de téléphoner à ce moment-là à un numéro payant pour obtenir un code pour pouvoir regarder le DVD. Ça vous donne l'esprit général. Et alors, vous avez passé une bonne soirée, Gérard? Alors, je ne l'ai pas fait car je n'ai pas voulu être grugé, mais ça vous donne le ton général de ce magazine. C'est un magazine qui essaye d'obtenir le plus d'argent possible de vous. Donc, il vous propose en couverture... C'est un magazine qui propose de vous pomper. De vous pomper absolument tout le temps. On est que d'une seule main, c'est ça? Alors, c'est un magazine essentiellement d'annonces. C'est un magazine de toutes les pratiques sexuelles. Mon œil, on vous dit tout de suite d'ailleurs, parce qu'il y a une page entière qui s'appelle Éthique du magazine, où on vous précise qu'il ne faut pas répondre à des annonces où on vous demanderait de l'argent, que c'est très important, que les éditions Laser attestent que les noms et les adresses sont des gens bénévoles, etc. On vous dit, par exemple, que si vous cherchez de la scatologie, de l'urologie ou de la torture, vous ne pourrez pas l'obtenir dans ce magazine. Ah merde! Dans ce magazine, ni d'ailleurs des femmes enceintes. C'est aussi considéré comme impossible. Par contre, alors zoophilie non plus, puisque c'est interdit par la loi. Par contre, vous avez effectivement lesbiennes, gays, travestis, échangisme. On va passer voir alors. Alors justement, c'est très très classique tout ça. C'est assez classique. C'est un magazine essentiellement de petites annonces. C'est J'avais jamais vu ça. 8,90 €. Ah oui, mais vous avez des photos, une pornographie épouvantable. Et puis je regarde par exemple. Quand il dit épouvantable, ça veut dire excitant. Ah non, pas du tout. C'est absolument, on en plaisante parce qu'on a des émissions d'humour, c'est la détresse sexuelle. Vous avez par exemple donc des pages classées, spécial travesti, spécial triolisme, spécial gay. Spécial travesti par exemple, ce sont des personnages qui se présentent, alors soit de face, ce qui est en général classique dans une petite annonce de rencontre, soit de dos. Ah oui. C'est-à-dire montrant des parties de leur anatomie qu'en général nous cachons. Que Fidel Castro ne peut plus montrer. Exactement. Et alors, ce qui est extraordinaire, notamment chez les travestis, c'est le mot amateur. Parce que ce qui est important, c'est travesti amateur, 40 ans, directeur de société, propose, etc., etc. Vous avez aussi la rubrique sadomaso, par exemple, où on vous explique, nous ne répondons aux annonces que si c'est une voix de femme sur notre téléphone, et qui vous précise donjon bien équipé pour pouvoir s'y rendre. Et toutes les photos, je ne peux évidemment pas... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul mot que je vais dire un petit peu audacieux parce qu'il a 2 sens, c'est qu'on vous propose sans arrêt des chats, mais évidemment des chats sur Internet. Vous pouvez dialoguer. Il y a 650 photos, 950 annonces. C'est d'une tristesse, mais absolue, parce que notamment c'est classé par des catégories invraisemblables. Ça existe depuis longtemps, c'est le numéro combien? Alors c'est le numéro 3, c'est un trimestriel, ce qui veut dire, Mustapha, qu'il sort tous les mois.
Non, trimestriel. 3 mois, bien sûr. Voilà. On a envie d'être triste ce soir. Tu peux nous le prêter? Non, mais alors, passez-le-moi, j'ai envie d'être gay. Alors, je vous assure. c'est marrant parce que les mains se tendaient moins comme ça nerveusement quand vous aviez parlé du journal de la police. Alors, vous avez Là, notre- ils sont au taquet quand même. Ah oui, on veut le voir. Mais oui, vous vous avez- avez... on peut plus, là. Alors, je vous le montre, Laurent. Regardez, par exemple, les photos de dominateurs expérimentés. Vente interdite aux mineurs, j'imagine. Vente interdite aux mineurs, évidemment, et de grandes précisions un peu partout sur le fait que tous les gens sont consentants, bien qu'il y ait une façon absolument abjecte de parler des femmes. On ne dit jamais le mot femme, sauf parfois dans les petites annonces. On dit toujours chienne, on dit toujours salope. Tout est présenté de cette façon-là. Sors un peu de chez toi, Gérard. Et alors, qu'est-ce que... Elles ont l'air sympas, c'est 30 millions d'amis. Non, c'est terrible, effectivement. C'est un magazine absolument terrible, relativement luxueux aussi. Attendez, c'est terrible, Gérard, mais expliquez-moi pourquoi vous avez pris celui-là. Alors que... J'ai pris celui-là parce que j'ai décidé de faire une rubrique sur les magazines que je n'achète jamais et dont j'imagine que l'immense majorité de nos auditeurs n'achètent jamais. Je suis donc allé fouiller au fin fond des De la- kiosques. de la- On va avoir une humaine. excuse pour l'acheter, surtout. Non. Bravo Gérard pour cette rubrique. Petites annonces avec photos et téléphones. Vous reviendrez avec un magazine plus culturel, j'espère. Plus sérieux la prochaine semaine fois. Je prochaine. reviendrai avec le poster central aussi que t'as piqué quand même. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est les 5 dernières minutes avec Miller de Turckheim. C'est ça, Charlotte. Merci, Mustapha, Jérémy Guy, Bonaldi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'aimerais bien, parce qu'il y a toujours des auditeurs qui arrivent, évidemment, en cours d'émission. Et donc, comme j'ai présenté ce magazine, que vous avez terminé en disant le magazine de Gérard Miller, j'aimerais que vous précisiez que je l'ai acheté une fois, que je ne l'achèterai plus jamais. Et que... Vous prenez goût à ce magazine, j'en suis sûr. Tout à l'heure, je vous parlais d'un magazine beaucoup plus sérieux, VSD, qui publiait cette semaine un portrait de Yann Silva, le surdoué du tennis. 5 ans, hein, vous avez effectivement trouvé son âge quand je vous ai posé la question, parce que c'est assez surprenant. On voit ce champion programmé comme titre VSD cette semaine. Est-ce qu'il est vraiment programmé? C'est une question qu'on va poser à Jean-Philippe Bernard, puisqu'on a réussi à joindre avant 18h l'agent, il a déjà un agent, l'agent du petit joueur de tennis, qui s'appelle donc Yann Silva, ce joueur de 5 ans. Jean-Philippe Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, ce titre de VSD, est-ce qu'il vous a plu d'abord? Un champion programmé, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de champion programmé. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, d'autres qui le sont encore plus que d'autres. C'est ce qu'on a pu repérer chez Yann. En fait, son histoire est simple. Il a été vu par Marcos Baghdatis, qui est pensionnaire de l'Académie Mouratoglou. Joueur d'origine chypriote. Tout à fait. Qui va d'ailleurs jouer tout à l'heure son 2e tour à l'Open d'Australie. En Australie, en espérant qu'il n'est pas trop chaud. Voilà. Donc, il a été repéré sur les cours de l'US Open par Marcos Baghdatis, qui en a ensuite fait part immédiatement à Patrick Mouratoglou, qui est venu le superviser et qui a immédiatement vu un potentiel hors norme, en fait, en lui. Mais il joue depuis quel âge? Il a 5 ans aujourd'hui, il joue depuis quel âge? Il joue depuis qu'il a 2-3 ans et en fait il est assez incroyable sur un cours. Il suffit de savoir qu'à 4 ans, il jouait déjà du fond du cours avec un revers à une main, ce qui est complètement inhabituel chez des jeunes enfants. C'est Hulk. En fait, il paraît tout à fait comme un enfant de 5 ans, mais une fois qu'il est sur un cours, il fait preuve d'une maturité et surtout d'une coordination un peu comme un enfant qui aurait 4-5 ans de plus déjà, en fait. Sa maman était professeur de tennis, faut dire. Hein. Tout à fait. Sa maman était professeur de tennis. Et c'est un jeune garçon qui est métis. Et il a un père noir américain et une mère finlandaise. Il est très beau d'ailleurs. Il est très très beau. Il a beaucoup de charisme. Il est très bien adapté à... Ne dites pas le mot charisme pour un enfant de 5 ans, je trouve que Mais c'est il va un à peu l'école déplacé. Ah, et pourtant, il faudrait le voir. Oui, il va à l'école, tout à fait. Là, dans les Yvelines, on lui fait faire quoi? 1h30 de tennis par jour, c'est ça? Voilà, il fait en moyenne 1h30 de tennis par jour. Il fait tout petit peu de physique adapté à son âge, évidemment. Il a un coach qui lui est dédié. Est-ce qu'il peut battre des joueurs plus âgés que lui? Il a déjà gagné contre des joueurs de 9 ans en tournoi en France. Contre Henri Lecomte? Non, pas contre Henri Lecomte. Mais qui sait bientôt. Et évidemment, alors, vous savez que forcément ça crée de la polémique, toujours ce genre de choses. Vous, ça ne vous inquiète pas. Et pourquoi a-t-il besoin déjà d'un agent, puisque vous êtes son agent? Regardez, la preuve, on cherche à en savoir plus sur lui. Le rôle d'un agent aussi, c'est celui de le protéger et de faire en sorte que l'ensemble de cette médiatisation autour de lui ne le touche pas trop. Et qu'il puisse rester un enfant de 5 ans qui joue au tennis, même s'il est surdoué. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? C'est Charlotte de Turckheim. La maman que je suis est toujours évidemment très inquiète par ce genre de cas. Et sa famille est avec lui en France? Tout à fait. En fait,
Là où l'Académie Moratoglou propose des choses assez extraordinaires, c'est que en fait l'idée de Patrick Moratoglou, le fondateur de l'Académie, c'est de trouver des solutions adaptées à chaque personne. Ce que lui a proposé l'Académie et ce qu'a proposé en fait l'Académie à sa famille est une solution où on a fait venir toute sa famille en France. Ses frères aussi en fait sont là. Ses frères, sa petite sœur. On a trouvé donc une école pour tout le monde. Son frère qui a 2 ans et qui est champion de Formule 1, il faut le dire. Je voulais vous poser une question, c'est Moustapha Latraci. Oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça c'est pour te foutre de ta gueule, Charlotte. Comment réagissent ses amis à l'école? Est-ce que par exemple il s'est déjà fait racketter? Il a été victime de raquettes. Voilà. C'est un jeune humoriste, il sait pas encore comment faire. C'est un jeune con qui se fout la gueule des vieux, l'écoutez pas. J'ai une question toute bête à vous poser. Est-ce qu'il croit par exemple à 5 ans au Père Noël? Est-ce qu'il est comme les enfants? Oui. Avec les mêmes rêves, les mêmes illusions? Oui. Bien sûr, il a eu des cadeaux, il croit au Père Noël. Il a demandé d'ailleurs une victoire à Roland Garros pour l'année prochaine. Mais s'il a pas envie de jouer, parce qu'il a envie de faire autre chose, il a envie de... Bien sûr. Écoutez, je peux même vous dire que par moment, ça peut lui arriver. Notre rôle, c'est de le laisser aimer le tennis comme sans le forcer à aucun moment. Il peut avoir envie par moment d'aller jouer au foot, il va jouer au foot. Il fait ce qu'il a envie de faire aussi. Le seul rôle de l'Académie est de lui donner ensuite les structures pour pouvoir progresser. Ses parents sont là avec lui et personne ne les oblige à faire quoi que ce soit. Il est meilleur sur herbe ou sur terre battue? On n'a pas de cours sur herbe à l'Académie, mais on a 3 surfaces des Grands Chelems, mais pas celle de Wimbledon. Il joue sur dur comme sur terre battue et il est très très doué vraiment. Bon écoutez, on va suivre ça de près dans 15 ans si on est là encore. Non mais cela dit, c'est vrai qu'on s'inquiète souvent beaucoup de ces très jeunes enfants qui font soit du cinéma, soit du sport, mais il faut aussi quand même constater qu'il y en a plein qui s'en sortent vachement bien. L'autre jour, j'ai regardé un reportage sur le Mickey Mouse, je sais pas quoi, émission là, et dans lequel il y avait quand même Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera. Et vous trouvez qu'ils s'en sortent bien, ces gens-là? Oui, je pense que c'est des bons exemples là. Ouais, mais bien choisi ceux-là. Écoute, à part Britney Spears, excuse-moi, mais Christina Aguilera et Justin Timberlake, ils ont l'air de très bien s'en sortir. Et Jodie Foster, elle s'en sort. Je veux dire, après qu'ils aient eu des moments dans la vie difficiles ou moins difficiles, c'est le lot de tous. Non, mais le moment difficile, ça, il faut bien dire que le moment difficile, c'est le moment de la retraite à 9 ans et demi. C'est là où il y a quand même une période de déprime, c'est normal. Ça. Allez, on vous remercie pour votre témoignage. Pas de problème, écoutez. Monsieur Jean-Philippe Bernard, agent du plus jeune joueur de tennis en France, on peut le dire, sans aucun problème. Et j'imagine qu'il n'y en a pas en dessous quand même. Peut-être pas qu'ils font des tournois en tout cas. Parce que lui, il fait déjà des tournois. Jean-Philippe Bernard, agent donc de Yann Silva, c'est son nom. Il a 5 ans. Il est dans les Yvelines en ce moment, en train d'apprendre à progresser pour devenir sûrement un jour professionnel dans ce sport. Merci Monsieur Jean-Philippe Bernard. Merci. Et nous, on se dit à demain, 16h, le rendez-vous pour On va se gêner. Bye bye, merci.